Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Merci à Vincent Lebiez d'avoir coordonné ce numéro des Annales des mines sur le nouveau nucléaire avec l'aide efficace de Paul de la Verrière, que je remercie, et à tous ceux qui ont participé, dont plusieurs sont autour de la table. Je remercie également Sophie Mourlon pour avoir écrit dans ce sujet et puis Laurent Coigny qui va la représenter. Euh, Alain Trenzer, directeur de la récente direction de l'industrie et de la supply chain d'EDF, donc il nous dira peut-être ce qu'elle fait dans sa nouvelle dénomination. Bernard Fontana, qui est président du directoire et CEO de Framatome. Olivier Barre, délégué général du GIFEN. Hélène Badia, à ma droite, présidente de l'Université des métiers du nucléaire. Et puis Jacques Pétieux, qui est directeur client des stratégies d'Orano et représente le président d'Orano, afin qu'il nous éclaire sur ce sujet avant de répondre aux questions qui seront posées par les participants dans cette salle ou à distance. Pour ceux qui sont à distance, ils peuvent également écrire sur le chat et je tâcherai de traduire leurs demandes en tant que de besoin. Vincent Lebiez va présenter le numéro des Annales qui donne lieu à cette table ronde. Qu'il me soit permis juste de dire deux mots sur les raisons qui ont conduit à produire ce numéro dans Responsabilité et Environnement et à organiser cette table ronde. D'abord, le nucléaire est un atout dans la lutte contre le changement climatique, en même temps qu'il a été un fleuron de l'industrie française et qu'il est appelé à le redevenir, tout en étant un atout pour une meilleure autonomie stratégique de notre pays en matière d'énergie, un atout pour le commerce extérieur et un atout pour les industries et services en aval en étant pilotable et en assurant une certaine stabilité. Il est aussi un enjeu sur lequel se positionnent pas moins de 37 pays dans le monde, comme l'a montré la récente réunion de l'AIE à Bruxelles les 21 mars dernier. Et d'autre part, le numéro permet de faire le point 2 ans après le discours de Belfort, relançant la filière et qui a conduit le gouvernement à fixer des objectifs ambitieux. Également, si une majorité de Français s'est remise à aimer le nucléaire, il demeure un sujet de débat passionné et de difficultés à surmonter. L'actualité le rappelle avec des aspects positifs, le chargement du combustible de Flamanville qui aura lieu d'ici un mois, la centrale commencera à produire à la mi-année et d'autres EPR fonctionnent dans le monde avec des retours d'expérience sur la qualité et les besoins de compétences qui sont à cet égard essentiels. D'autres évolutions sont en cours sur le contexte géopolitique et l'accès à l'uranium, qu'on pourra peut-être évoquer, sur les modalités du rapprochement de l'ASN et de l'IRSN, qui se traite en ce moment même à l'Assemblée nationale, enfin au Parlement en général, avec un quasi-accord en CMP la nuit dernière sur le dernier sujet à régler étant le rôle du haut-commissaire à l'énergie atomique. Et puis sur les questions de coûts et de tarification, on regarde par exemple le point, sur les besoins en eau, alors que nous vivons des périodes où un jour il y en a trop et un autre il n'y en a pas assez. Et puis, sur le plan institutionnel, sur la reconstitution du ministère de l'Industrie en reliant énergie et entreprise, ce qui n'avait pas été le cas entre 2008 et 2023, et où il reprend une certaine cohérence en termes de ce qui est nécessaire à l'activité économique en termes d'énergie et puis son aval. Et enfin, le plus long terme sur le bouclage du cycle avec la question des déchets et à terme des réacteurs à neutrons rapides. Sur les annales, permettez-moi de rappeler au passage que les annales sont fondées depuis 1794. Ça en fait la plus vieille revue imprimée d'Europe. Et cette vieille dame de 230 ans a la vivacité d'une jeune femme quand il s'agit de regarder l'avenir. Elles comprennent 4 séries: réalité industrielle, sur les enjeux industriels comme son nom l'indique, gérer et comprendre sur le management, responsabilité et environnement qui traite d'enjeux écologiques et aussi d'énergie, enjeux numériques sur le numérique. Tous les numéros sont accessibles gratuitement sur le site annal.org, ce qui a permis d'accroître considérablement leur visibilité. Et elles sont ainsi dans leur rôle d'éclairer les enjeux structurels, industriels, écologiques, sociétaux, numériques et de management au travers de leurs 4 revues et des tables rondes qui accompagnent souvent leur sortie. Au sujet de la présente table ronde, la version virtuelle est enregistrée, ce qui permettra de la retrouver sur le site des Annales pour ceux qui n'auraient pas pu participer ce soir. Les chantiers pour éclairer l'avenir sont donc nombreux et je passe la parole à Vincent Lebiez pour nous raconter ce qu'il y a dans ce numéro et passer la parole également aux intervenants. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un grand plaisir pour moi de coordonner ce numéro de responsabilité et environnement pour les Annales des mines.
Alors déjà, peut-être commencer par le nouveau nucléaire. Le terme est un peu polysémique, c'est-à-dire que ça couvre à la fois des nouvelles constructions de réacteurs, on va dire de technologies existantes, même si en fait, même ces technologies-là, elles sont avec des designs en évolution, donc on n'est pas totalement dans des technologies existantes. Et ça couvre aussi, dans le langage courant, on va dire, les toutes nouvelles technologies plutôt en rupture de réacteurs, de petits réacteurs modulaires, de euh, advanced modular réacteurs également. Donc, quand on parle de nouveau nucléaire, on parle à la fois des deux, on parle de l'innovation, innovation bien entendu dans les produits de technologie innovante, mais innovation aussi dans les procédés pour peut-être mieux construire des réacteurs de technologie actuelle. Et c'est la même chose pour le cycle du combustible, où on peut à la fois parler de la pérennité des installations actuelles, mais aussi de la préparation des usines du futur. Donc le nouveau nucléaire, en fait, c'est tout ça à la fois. C'est surtout en fait un grand mouvement de renouveau du nucléaire en France, en Europe et dans le monde, d'une ampleur et d'une célérité impressionnante après plusieurs décennies d'hiver nucléaire en quelque sorte. Et généralement, quand on parle de nouveau nucléaire, on le fait un peu par opposition avec le parc installé, ce qu'on appelle souvent dans les ministères le nucléaire existant. Je pense qu'il n'y a que dans les ministères qu'on parle de nucléaire existant, qu'on parle du parc installé, et pour lequel de nombreux défis, même s'ils ne sont pas abordés dans ce numéro, existent également pour restaurer le productible, allonger la durée de vie, et donc on a aussi de très gros sujets qui concernent les actifs existants, bien entendu. Le, je remercie moi aussi à mon tour les différents contributeurs à ce numéro des Annales des Mines. Donc ce numéro est organisé en 4 parties. La première partie, c'est à quel besoin répond un programme de nouveau nucléaire. La deuxième, comment on retrouve le chemin de la maîtrise industrielle et d'excellence technique. La troisième, le nouveau nucléaire au service de la réindustrialisation du pays, c'est-à-dire à la fois pour les capacités de réalisation des nouveaux réacteurs, mais aussi par les bénéfices qu'il peut apporter à l'ensemble de la chaîne industrielle du pays. Et puis, des questions de gouvernance et d'acceptabilité sociale du nucléaire. Mais bon, on n'a pas pu inviter, bien entendu, tous les contributeurs ce soir. Il a fallu simplifier un peu la problématique. Donc, moi, je vais la simplifier de manière radicale. Le nouveau nucléaire, un, pourquoi? Deux, comment? Alors, pourquoi? Ça va être essentiellement Laurent Cueny de la DGEC qui va illustrer cette problématique. Et tous les autres intervenants seront surtout attendus sur la question du comment, d'une manière ou d'une autre, en, en donnant de leur point de vue les conditions de réalisation de cette nouvelle perspective nucléaire. En effet, le nucléaire a longtemps été discuté et débattu en France sous un angle, on va dire, quasi théologique. Stop ou encore, nucléaire ou ENR, fermeture de réacteurs ou construction de nouveaux réacteurs, ce qui a pu collectivement nous éloigner de certaines questions fondamentales autour plutôt des questions de maîtrise industrielle et d'excellence opérationnelle, qui sont pourtant les questions centrales, en fait, qu'on doit aborder quand on se pose la question du nucléaire. Et donc, c'est ces questions-là qu'on a cherché à mettre en valeur dans le numéro des Annales des Mines et ce soir à travers les différentes interventions. Car une fois que l'orientation politique est donnée de relancer le nucléaire, on se rend compte que ce n'est pas si simple de faire du nouveau nucléaire, de remobiliser une supply chain, d'adapter les organisations existantes, les modes de travail. Et il ne suffit pas uniquement de se référer à notre glorieuse histoire industrielle en la matière pour retrouver d'un claquement de doigts toute l'excellence de nos anciens dans un contexte qui en plus est assez différent. Mais avant d'entamer donc la question du comment sous ces différentes faces, on va commencer donc par la question du pourquoi avec Laurent Cuny de la DGEC. Et donc avec, à travers la question du pourquoi, c'est comment ce nouveau nucléaire s'inscrit dans la politique énergétique de la France et politique climatique également. Et est-ce qu'il s'agit d'accompagner une fermeture progressive du parc existant, d'accompagner la croissance attendue des besoins d'électricité pour réussir la décarbonation? Donc voilà quelques-unes des questions que j'aimerais poser à Laurent. Bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Cueny, donc je travaille à la DGEC, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat. Et j'ai le plaisir d'animer l'équipe en charge de l'énergie. Et je remplace un peu au pied levé Sophie Monlon qui malheureusement ne peut pas être là ce soir. Alors, je suis très heureux que tu aies mis du comment dans ton pourquoi, parce que justement, je pense que la grosse évolution de la politique française dans le domaine de l'énergie, c'est de réussir à prendre conscience qu'on ne peut pas seulement s'intéresser au pourquoi, le pourquoi et le comment sont intrinsèquement liés. Et donc, on définit maintenant, avec une formidable impulsion politique, de manière itérative, une trajectoire qui doit nous emmener à 2050. Il y a 5 grands axes dans cette politique publique de l'énergie. La première, quand même, c'est cet horizon 2050 avec la prise de conscience de l'enjeu climatique et enfin les moyens politiques d'être à la hauteur de cette ambition et donc du coup de travailler sur le comment, on y reviendra. Donc c'est le premier enjeu de la neutralité carbone en 2050. Le deuxième enjeu,
on l'a redécouvert, il a toujours été là, c'est l'enjeu de la sécurité d'approvisionnement. La sécurité d'approvisionnement, il y a plusieurs aspects. Il y a couvrir les besoins quand on en a couvrir les besoins quand ils sont là, hein, donc produire l'énergie, mais aussi assurer la stabilité du réseau, enfin tous ces enjeux de sécurité d'approvisionnement. Et derrière tout ça, il y a aussi l'autonomie stratégique. Si on remplace la dépendance au carbone par une autre dépendance, on n'aura pas forcément beaucoup gagné d'un point de vue de la sécurité géopolitique. Le troisième enjeu, c'est la compétitivité. Là aussi, rien de nouveau, mais on semble le redécouvrir. L'énergie, c'est de l'emploi. Et donc, investir dans l'énergie doit contribuer à créer de l'emploi pour autant que les approvisionnements se fassent en France, pour autant qu'on parvienne, et c'est le cas dans le nucléaire, à développer une filière industrielle complète qui permette donc d'avoir des retombées. Mais l'énergie, c'est aussi surtout un prix l'énergie qui est la composante essentielle de la réindustrialisation en France. Donc on voit bien que l'énergie et l'industrie sont vraiment intrinsèquement liées et les autres intervenants, j'en doute pas, reviendront. Un petit enjeu que l'on redécouvre aussi, c'est celui des finances publiques. Il a toujours été là, mais il devient de plus en plus prégnant parce que d'une part, les enjeux de finances publiques, je ne vous fais pas un dessin, les annonces de ces derniers jours illustre, hein, on a quand même un vrai sujet de soutenabilité de la trajectoire des finances publiques, mais on a aussi, pour ce qui concerne l'énergie, la soutenabilité de la trajectoire fiscale de l'énergie, parce que la transition énergétique, c'est une formidable transition fiscale. Je vous renvoie à un récent rapport qui a été sorti il y a quelques semaines. Si on applique la trajectoire actuelle de notre transition énergétique sans grand changement, on aboutit à un delta de 13 milliards d'euros d'ici 2030. Donc, si on ne fait rien, on aura un déficit dans les caisses de l'État de 13 milliards. Donc, il faut qu'on trouve 13 milliards. Donc, on a toute une série de travaux en interorganisation à Bercy pour essayer de réinventer une fiscalité d'énergie qui nous permette de rééquilibrer les comptes. Parce qu'en fait, finalement, on investit énormément d'argent pour que les gens consomment moins et par ailleurs pour qu'on produise plus propre. Et donc, il faut qu'on garde une capacité d'investissement et donc du coût de recette. Et ensuite, dernier élément, la compétence. J'y reviens pas, je suis sûr qu'Ilan Badia reviendra dessus. C'est un enjeu essentiel au niveau de l'énergie. On ne fera rien de tout ça sans compétences. J'ajoute que j'ai animé ce matin le séminaire de lancement de la rentrée du programme franco-britannique sur les femmes dans le nucléaire. Je vous invite à regarder autour de la table. Merci Hélène d'être là pour représenter effectivement la diversité, mais il faut vraiment qu'on aille chercher tous les talents pour nous permettre d'être à la hauteur de cette ambition. Alors, quand on prend du recul, la trajectoire, c'est quoi? Pour cette neutralité carbone, c'est 40 à 50% de réduction de la consommation d'énergie finale. Sobriété et efficacité, c'est pas le sujet du jour, mais c'est un mur énorme à franchir. Et ensuite, il y a évidemment la décarbonation de ce qui restera en termes de production d'énergie, évidemment, avec un élément essentiel, alors la chaleur, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais surtout l'électrification massive des usages, électrification décarbonée. Il s'agit donc non seulement de décarboner le mix existant, mais également d'accroître la production électrique et de cela de façon massive. Aujourd'hui, on est en 2022 à 440, 450 TWh. Il s'agit d'augmenter de 50% d'ici 2035 et de 100% d'ici 2050. Donc vous voyez l'enjeu, c'est-à-dire qu'en gros, il nous faut 200 TWh d'ici 2035 et quasiment le double d'aujourd'hui, c'est-à-dire 450 d'ici 2050. Vous voyez l'enjeu qui est devant nous, et ça, le faire de façon décarbonée. Donc le nucléaire dans tout ça, alors, on a eu une petite descente de production en 2022, et donc on aura une remontée naturelle. On est aujourd'hui à 320 TWh, on était à 279 en 2022. Vous faites le calcul, puisqu'on pense pouvoir atteindre 360 TWh, peut-être un peu plus. En gros, le nucléaire d'ici 2035 va fournir 80, peut-être un peu plus avec l'augmentation de puissance, 80 à 100 TWh. Tout le reste, c'est-à-dire les 180 vont devoir être fournis par les énergies renouvelables. Là-dessus, évidemment, du coup, des gros investissements dans le domaine notamment des éoliennes en mer. C'est pas le sujet du jour là aussi, mais sachez qu'il y a des investissements à peu près équivalents en termes de montant pour produire à peu près l'équivalent en termes de production que les 6 EPR. À savoir les éoliennes en mer, c'est 18 gigawatts en 2035 avec environ 30 milliards de raccordements, 32 milliards de projets. Donc vous voyez que c'est des enjeux industriels qui ne sont pas nucléaires, mais qui sont tout aussi importants en termes d'investissement et de développement de filières. Donc l'énergie, c'est vraiment une grosse filière de réindustrialisation ou d'industrialisation le cas échéant. Donc le nucléaire, déjà, va nous permettre, grâce à sa remontée en puissance et peut-être un peu d'augmentation, de participer à l'augmentation de la production d'ici 2035. Mais l'enjeu qu'il faut regarder, c'est lever un peu le nez, et je me félicite que la puissance publique désormais reprend cette capacité de planification et de vision à long terme, c'est quand même l'enjeu 2050. Donc, si on avait appliqué la PPE numéro 2, c'est-à-dire la planification pluriannuelle de l'énergie, en 2035, il y aurait eu 15 réacteurs mis à l'arrêt. Vous voyez, par rapport à l'enjeu que je viens de vous décrire en termes d'augmentation, c'est juste impossible. Donc, la trajectoire de décarbonation, et c'est un peu ça mon propos, c'est faire beaucoup de renouvelables et faire beaucoup de nucléaire, parce qu'on n'a pas le choix. En fait. Quand on regarde les chiffres de décarbonation,
La soutenabilité de notre trajectoire pour un mix décarboné en 2050 nous conduit à faire beaucoup de renouvelables et beaucoup de nucléaire, en plus d'une réduction massive de la consommation. Il n'y a pas d'autre équation possible. On peut varier un peu les paramètres, mais globalement, c'est quand même ce qu'on a devant nous. Et bien sûr, on va pas fermer d'ici 2035 les 15 réacteurs, mais ils ont quand même un certain âge, hein, de 1978 plus 60 ans, parce que c'est l'hypothèse d'aujourd'hui. Je vous laisse faire le calcul. Ça veut dire qu'à partir de 2038, on commence à arrêter les réacteurs. Si on est sur une hypothèse de 60 ans, avec un effet falaise, puisque, comme vous le savez, on est allé jusqu'à 5 réacteurs mis en service par an, donc si on suit le plus 60 ans, on aura un effet falaise. On va donc, et ce n'est pas un secret, essayer de tenter d'amortir un peu cet effet falaise en regardant la possibilité d'aller au-delà de 60 ans, c'est-à-dire d'aller jusqu'à peut-être 80 ans pour certains réacteurs. On est quasiment sûr que tous les réacteurs ne pourront pas aller à 80 ans. On est raisonnablement confiant que certains pourront. Enfin, globalement, il y a une date de fin. Si on prend ça en compte, ça veut dire que d'ici 2050, on va devoir commencer à redémarrer très vite pour pouvoir faire face à la non-diminution de la production nucléaire. Donc, par rapport aux augmentations d'électricité, de production d'électricité que vous avez décrites en 2035 puis en 2050, il n'y a pas d'autre choix que d'investir massivement dans l'industrie nucléaire comme investir massivement dans les renouvelables. Donc, ça ne s'oppose pas. C'est ce qu'on essaie de démontrer au Parlement en ce moment. Il y a une proposition de loi sur la programmation et on essaie de convaincre les élus de la représentation nationale que les deux ne s'opposent pas et qu'on a besoin des deux, mais c'est vraiment, en fait, les faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a devant nous en termes d'analyse, si on transfère ça en émissions carbone, on n'a pas le choix que d'aller dans cette direction-là. Le dernier point que je voulais développer, c'était qu'au-delà de cet enjeu de production du parc électronucléaire, par rapport à nos objectifs climatiques, il y a un enjeu également de contribution au réseau électrique. C'est ce qu'on appelle le système électrique, avec des droits et des devoirs qui s'appliquent au nucléaire, qui s'appliquent maintenant progressivement aussi aux énergies renouvelables, dans un contexte où on va faire migrer la production d'électricité massivement vers de nouveaux moyens de production d'électricité, les renouvelables, le photovoltaïque qui, comme on sait, ne produit que la journée, l'éolien qui produit pas tout le temps, eh bien, le nucléaire joue un rôle, contribue de manière particulière à la stabilité du réseau, parce qu'il a un caractère pilotable qui permet justement des ajustements un peu en temps réel. Et puis même également, on en vient certains week-ends maintenant à arrêter certains réacteurs pour pouvoir ajuster la production nationale. Donc cet enjeu de soutenabilité du réseau électrique est devant nous, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit une trajectoire de transition énergétique qui est soutenable d'un point de vue équilibre du réseau. Je dis que c'était une composante évidente de la sécurité d'approvisionnement. Il faut qu'on soit capable non seulement de produire, mais d'équilibrer, pas seulement au niveau national, mais également dans toutes les régions, à la fois la production, mais aussi la tension et la fréquence par ailleurs. C'est qu'il y a des machines tournantes, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais entre une machine tournante ou un système électronique, c'est pas exactement la même chose. Et donc, il y a tout un des enjeux qu'on est en train de redécouvrir, qui est que le nucléaire, eh ben, si on arrête un réacteur, par exemple, pour des questions de priorité en termes d'ordre de mérite par rapport aux renouvelables à un endroit, si on choisit le mauvais endroit, bah, c'est un endroit où il y aura un impact sur la tension parce que justement, on retire un élément favorable par rapport à ça. Donc, on a toute une série d'enjeux pour réguler le réseau tel qu'il est, mais aussi pour anticiper ce qu'il va devenir. Et donc ça, c'est au niveau français et au niveau européen. Ce qu'il y a de clair, c'est que le nucléaire joue un rôle de stabilisation du réseau au niveau français, mais c'est également le cas au niveau européen. Je vous invite à imaginer la tête des Allemands quand on leur parle de ça, parce qu'effectivement, c'est assez paradoxal par rapport à la transition énergétique qu'ils ont choisie, mais on essaie de leur expliquer que leurs choix vont conduire à des conséquences sur notre réseau électrique, et c'est la même chose dans l'autre sens. Et donc, la réussite du programme nucléaire français, c'est à la fois un enjeu de production, je vous l'ai décrit, mais c'est aussi un enjeu de contribution à la stabilisation du réseau en France et en Europe. Voilà quelques éléments. Juste pour une incise, peut-être pour des questions-réponses. Donc, il y a ce programme sur le gros nucléaire, dont les autres intervenants détailleront sans doute d'autres facettes, mais il y a également ce souhait d'investir dans les innovations du nucléaire. On a la chance de pouvoir, dans un réacteur de petite taille, pouvoir reposer les hypothèses qui ont été celles de nos anciens qui ont fait des choix industriels à l'époque. Et donc, le réacteur sous pression et la filière qui s'est imposée parce qu'il y avait une filière industrielle et que ça a fonctionné comme ça. Aujourd'hui, on se repose la question de la technologie dans le nucléaire pour les réacteurs de petite taille. Ce sujet est souvent mal posé. Il faut quand même réfléchir à quoi ça sert. C'est-à-dire que c'est la technologie nucléaire, mais il y a quand même 3 enjeux qui sont complètement différents. On a un enjeu de production d'électricité. Aujourd'hui, la stratégie française est quand même essentiellement sur des gros réacteurs.
Néanmoins, certains réacteurs peuvent éventuellement en France jouer un rôle pour équilibrer le réseau ici ou là. Peut-être que ça pourra jouer un rôle, mais ce n'est pas l'enjeu essentiel. L'enjeu essentiel de produire l'électricité avec des réacteurs de petite taille, c'est notamment de remplacer les centrales au charbon. Si vous avez un réseau électrique qui est bien dimensionné pour 400 MW, si vous avez un réacteur Newark que vous posez à ces endroits-là en Pologne, bah, directement, vous décarbonez énormément le mix électrique. Donc, il y a un enjeu d'export pour ces technologies-là au niveau français. Il y a un deuxième enjeu qui est la chaleur industrielle à haute température. Aujourd'hui, produire de la chaleur à haute température de manière décarbonée, il n'y a pas beaucoup d'options. Il n'y en a qu'à dire quasiment pas, et les SMR en sont une. Donc ça, on essaie pareil d'expliquer à nos amis étrangers en Europe qu'on se doit d'investir là-dedans parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Et donc, on peut être contre le nucléaire tel qu'il a été conçu il y a 30 ans. Aujourd'hui, il s'agit d'innover pour trouver de nouvelles solutions qui sont beaucoup plus sûres d'un point de vue sûreté. Donc, on essaie de se dire, essayons de reposer en Europe les bases d'un nouvel échange pour cette filière de chaleur haute température, parce qu'à l'horizon 2050, on pourra faire toute l'électricité qu'on veut. C'est pas ça qui nous permettra d'avoir de la chaleur haute température. Évidemment, d'autres enjeux hydrogène et autres, mais c'est vraiment un enjeu essentiel. Et le troisième enjeu, c'est la fermeture du cycle. On a posé les bases d'un cycle du combustible en France qui comprend du retraitement-recyclage. Vous avez vu que les ministres ont récemment annoncé que nous renouvelions ce souhait de poursuivre le recyclage à l'aune de la prolongation du parc électronucléaire français. Ce choix-là, il a été fait dans la perspective, un jour, de pouvoir avoir une filière de réacteurs à neutrons rapides. Et donc, les SMR sont une opportunité, là aussi, de se reposer des questions sur la faisabilité technique, à petite taille d'abord, mais qui ouvrirait la voie sur des tailles plus grandes, d'un réacteur à neutrons rapides qui permettrait justement d'utiliser le plutonium, qui était quand même l'objectif au départ, même s'il y a eu d'autres intérêts sur le recyclage, notamment l'économie de l'uranium. Mais il y a vraiment ce troisième enjeu qui est donc sur des technologies de réacteurs à neutrons rapides notamment. Donc, c'est sujet SMR. Donc, vous voyez, trois enjeux complètement différents, des technologies qui sont elles aussi totalement différentes, pas réellement comparables. Et donc, on essaie de poser progressivement avec l'ensemble des partenaires de l'État et les industriels la façon de poser une stratégie qui pose bien les enjeux du marché, les enjeux de l'utilisation de ces trois axes. Et puis derrière, évidemment, évaluer la technologie là où on en est et à quelle échéance calendaire on est susceptible de pouvoir déboucher en termes d'impact. Et on se posera ensuite la question de l'investissement industriel le moment venu. Et c'est une formidable aventure qui est totalement complémentaire au renouvellement du parc électronucléaire tel qu'on le connaît depuis l'annonce des 6 réacteurs plus 8. Et on verra derrière si on arrive à aller au-delà. Merci beaucoup, Laurent. Donc, effectivement, n'hésitez pas, je pense, pour ceux qui ont des questions à les poser aussi dans le chat. On les prendra après les interventions des différents intervenants. Alors, je me tourne maintenant vers Alain Tranzer. Alors, comme c'était dit par Grégoire, Alain, vous êtes désormais donc directeur de la direction industrie et supply chain chez EDF. Ingénierie. Ingénierie, je dis, pardon. Oh là là, ingénierie et supply chain, désolé. C'est mon ami Bernard, j'ai besoin de... Et alors, quand vous avez écrit le numéro dans les annales des mines, vous étiez en charge de la qualité industrielle. C'est pour ça que ma langue a fourché chez EDF. Et donc, les questions que j'ai envie de vous poser, c'est quelles leçons ont été tirées finalement des différents projets EPR au moment, notamment de Flamanville, on s'apprête à mettre en service progressivement pour retrouver la maîtrise industrielle sur les constructions de nouveaux réacteurs nucléaires en France, et comment EDF se transforme, se réorganise pour répondre à ces défis majeurs. Merci, tout ça en 10 minutes maxi. Voilà. On va revenir 4 ans en arrière. C'est le rapport de Jean-Martin Folz qui justement vise à tirer tout le retour d'expérience des difficultés qu'on a eues sur Flamanville et qui a donné naissance au plan Excel. Le plan Excel que j'ai pris à mon arrivée chez EDF il y a donc tout juste 4 ans. Un plan d'envergure, le plan de toute la filière qui visait justement à retrouver le niveau de qualité, de rigueur, d'excellence qui est nécessaire pour être capable de construire et de donner confiance aussi aux États qui doivent passer commande dans la capacité à construire de nouvelles centrales. J'ai engagé la mise en œuvre opérationnelle de ce plan il y a 4 ans. C'est un plan en 5 axes et je vais rapidement revenir sur chacun de ces 5 axes et puis expliquer aussi comment la nouvelle organisation de l'EDF contribue aussi à renforcer chacun de ces 5 axes. Alors, le premier axe, c'est la gouvernance. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de garantir la maturité 100% de chaque étape avant de passer à l'étape suivante. C'est le sens de la présence d'Hervé Guillou parmi nous, qui nous a fait l'honneur de
présider une revue de maturité du basic design exigeante avant de passer au detail design. Sinon, on se met en déséquilibre avant et c'est la catastrophe. Sur l'axe gouvernance, il y a aussi le fait qu'un projet, ça se pilote par fondamentalement de l'adhérence planning. On fait exactement avec rigueur chaque semaine ce qu'on avait prévu de faire. Et de ce point de vue-là, en l'espace de 4 ans, le projet Flamanville 3 est passé de 50% d'adhérence planning à 70% d'adhérence planning. Ce n'est pas encore le nirvana, 70%. Ça permet de limiter quand même considérablement les risques de dérive planning et coût d'une année sur l'autre. Et puis, l'absence de rework, une fois qu'on a délivré quelque chose, on ne revient pas dessus. De ce point de vue-là, retenez que Flamanville 3, on l'a conçu 3 fois. Hinkley Point C, 1 fois et demie. Et notre ambition, c'est que PR2, on la conçoive bon du premier coup. De ce point de vue-là, il nous faut aussi avoir une organisation en place qui précise bien les rôles de chacun. Et c'est le sens de cette nouvelle organisation qui distingue clairement le rôle d'un maître d'ouvrage, le rôle d'un directeur de projet, maître d'œuvre en charge de la construction, et mon rôle à moi, à partir d'hier, qui est de délivrer en toute qualité, sûreté, et bien, des plans, des prestations, des études, des équipements, bons du premier coup. Deuxième axe sur lequel je voudrais revenir, parce qu'il me tient à cœur, c'est l'axe de la standardisation et la réplication. C'est aussi un socle. Si on veut délivrer, eh bien, il faut se simplifier la vie. Et pour cela, il faut dérisquer tout ce qui peut l'être. C'est comme ça qu'on va gagner en productivité. C'est comme ça qu'on va gagner en qualité. Et il y a matière à standardiser énormément de choses, même dans un réacteur nucléaire, parce que parfois, eh bien, on voit qu'il y a aussi des grands nombres. Par exemple, il y a 20 000 robinets dans un réacteur nucléaire. Si on réduit drastiquement sa diversité, ce qu'on a fait avec le plan Excel, on est passé de 13 000 robinets différents à 500 robinets différents. Si en même temps, on a une visibilité, un réacteur par an, voire 2 réacteurs par an, c'est 5 fois plus de cadence qu'aujourd'hui. Si en même temps, on se dit, on ne va pas faire appel à 9 fournisseurs, mais à 3, eh bien, on va passer de un robinet de chaque sorte produit par an à, dans certains cas, un robinet de chaque sorte produit par jour. Et ça, c'est le début de la standardisation. Vous voyez bien l'effet d'échelle et dans quel monde on arrive. Il faut aussi simplifier nos spécifications sur les exigences mécaniques pour les équipements de manutention lourde, comme le contrôleur, et sur les exigences de contrôle-commande, on a fait un choc de simplification. Par exemple, sur le contrôle-commande, on est passé de 3200 exigences à 269 exigences. C'est possible, évidemment, ça permet de beaucoup mieux se comprendre avec le fournisseur qu'on a en face de nous. Donc, on crée des catalogues d'équipements, on appelle des cadeaux, catalogues d'usage obligatoire, et des catalogues d'exigences. Et puis, on travaille cela en mode collaboratif avec les fournisseurs qui nous aident à définir les bons catalogues d'équipements et les bons catalogues d'exigences. Troisième axe, ce sont les compétences. On a un défi majeur des compétences devant nous. 10 000 embauches par an, 3 000 chez EDF, 7 000 en dehors d'EDF. Côté EDF, moi, dans le cas du plan Excel, je me suis beaucoup attelé à faire beaucoup plus de parcours croisés entre ceux qui exploitent et ceux qui conçoivent. On est passé de 300 ingénieurs qui changeaient de filière par an à 700 par an. Et beaucoup de parcours formants. Là, je m'engage encore à les doubler chaque année dans les 3 années qui viennent. Je veux qu'un maximum d'ingénieurs qui conçoivent aient une première expérience sur le parc en exploitation ou alors sur le sol britannique à voir ce que c'est que la construction d'Hinkley Point C. Nous n'aurons pas de construction bonne du premier coup sans ça, donc c'est l'investissement que nous allons faire. Évidemment, c'est un challenge majeur, c'est un challenge de toute la filière, c'est un challenge d'attractivité. Et là-dessus, je laisserai la parole à Hélène, qui va vous parler de tout ce qu'elle fait pour tirer ce défi majeur des compétences. Quatrième axe, la fabrication. Fabriquer bon du premier coup.
Bernard en parlera mieux que moi juste après. Juste un point que je tiens à préciser, il ne faut jamais faire de stop and go dans l'industrie manufacturière. Quand une usine commence à refabriquer jour après jour et à s'inscrire dans une courbe vertueuse de qualité et de réduction de ses délais, il ne faut plus l'arrêter. Vous l'arrêtez 1 an, elle met 7 ans à s'en remettre. C'est tout le sens du plan Juliette et de toute la programmation que nous avons eue côté EDF et Framatome pour ne plus arrêter les usines de Framatome à partir de HPC1. Fabriquer bon du premier coup, ça veut dire qu'il faut aussi accepter qu'il y ait des écarts. Et côté EDF, notre rôle, c'est d'introduire de ce point de vue-là des nouveaux droits et devoirs. Comment est-ce que le fournisseur nous alerte en boucle courte? Comment est-ce qu'on lui donne un feedback en boucle courte de est-ce que cet écart est acceptable ou pas? Et quand il n'est pas acceptable, comment est-ce qu'on corrige en boucle courte? Donc, on est passé d'un délai moyen de correction de 3 mois sur Flamanville, un délai moyen de correction de 1 mois, le délai étant pour trouver la solution, hein, pas pour l'implémenter. Sur un Clé.ci, il nous faut descendre à la semaine ou au jour. Et ça, c'est notre challenge actuel du côté de la fabrication. Et puis, côté EDF, nous avons créé un nouveau métier qui s'appelle Supplier Development, parce que notre tissu industriel, il est tout petit, tout morcelé. Et donc, on a fait venir une dizaine, et je vais augmenter l'effectif, de gens qui viennent de l'industrie automobile ou de l'industrie aéronautique, qui ont tous été directeurs usine, directeurs qualité usine, pour accompagner notre tissu industriel. Ce n'est pas de la philanthropie, hein, parce qu'on voit à chaque fois qu'on accompagne sur 3 mois un industriel, on trouve des leviers pour potentiellement diviser par 3 ses délais de production et diviser par 3 sa non-qualité. C'est bien ce facteur 3 qu'on va chercher à obtenir à minima dans les 40 usines stratégiques du nouveau nucléaire, dont évidemment toutes les usines de Framatome, mais pas seulement. Dernier axe, la relation fournisseur. Comprenez bien qu'on ne réussira qu'avec tout l'écosystème. Olivier reviendra dessus dans le cadre du GIFEN. On réussit avec toute la filière qui se hisse vers le meilleur niveau de qualité. Et nous avons des droits et devoirs d'instaurer une relation plus partenariale. Alors, on est passé d'achat qui était très largement moins-disance. Je suis arrivé il y a 4 ans, c'était la règle. Maintenant, la règle, c'est à minima 40% de notre technique dans tous les appels d'offres. Donc, on équilibre la dimension coût et la dimension technique. Et demain, je veux aller résolument vers un partage des gains avec les partenaires de long terme pour provoquer l'alignement d'intérêts sur la seule chose qui crée de la valeur dans notre industrie, c'est-à-dire construire plus vite. Construire plus vite, c'est construire moins cher, et construire plus vite, c'est améliorer le business plan. À un point où tous les autres effets, finalement, sont d'ordre 2 par rapport à celui-là. Et c'est le sens de la création chez moi d'une direction de la supply chain qui regroupe toutes les missions en relation avec les fournisseurs pour que d'une seule voix, on optimise les achats, les contrats, les plans de performance fournisseurs, la manière de les surveiller, la manière de faire l'expediting, évidemment ce métier de supplier development et notre stratégie industrielle. Voilà, c'est tout ça que l'on a cherché à faire avec le plan Excel. Je crois que le plan Excel, il a tenu ses promesses, il a engagé une transformation en profondeur des pratiques d'EDF et des entreprises de la filière sur un chemin qui doit nous mener vers la réussite. Avec cette nouvelle organisation, en tant que patron d'ingénierie supply chain, je me dois d'aller au bout des logiques et d'accélérer encore sur ces différents axes. Ça confortera les résultats, les premiers résultats qu'on a obtenus jusqu'à présent. Merci beaucoup, Alain. Donc, tu fais référence effectivement aussi à Framatome et aux plans qui ont été déployés par Framatome pour restaurer la maîtrise industrielle et l'excellence dans la qualité industrielle. Donc, quels ont été les résultats qui ont été obtenus par Framatome depuis ces dernières années, notamment depuis Hinkley Point, et
comment Framatome se prépare à la fabrication des gros composants pour les EPR2, parce que même s'ils n'arrivent pas tout de suite à les composants, les gros composants, il faut les commencer assez tôt. Et au-delà de l'EPR2, quels sont aussi les relais de croissance qui sont envisagés pour un industriel comme Framatome qui doit observer le renouveau du nucléaire avec intérêt. En effet, bonsoir. Effectivement, la qualité, c'est une des trois grandes priorités de Framatome, surtout sécurité, qualité, et lead time, c'est faire plus vite. Enfin, il y a beaucoup d'analogies avec ce que Alain vous a dit. Alors, en sécurité, par exemple, on regarde le nombre d'accidents par million d'heures travaillées. On a maintenant des taux de fréquence d'accidents avec arrêt inférieurs à 0,5 par million d'heures travaillées. Des sites de 1000 personnes qui n'ont pas d'accident depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans. On a dit, la qualité, on va faire comme la sécurité. Et donc, à l'occasion du plan Excel, lancé par Alain, on a dit, on va regarder le taux de fréquence, le nombre d'écarts qualité client par million d'heures travaillées, comme un accident. Et objectif, baisser de 25% par an. Chaque année, oui. Donc, nous étions à 57 fin 2020. Et donc, pour tenir la courbe, il fallait que nous soyons en dessous de 24 en fin d'année dernière, et puis soyons en dessous de 18 en fin de cette année. Là, actuellement, nous sommes sur 12 mois glissants à 19. C'est-à-dire que nous avons divisé par 3 le taux de fréquence d'écart qualité. Et puis, bien sûr, il faut continuer parce que nous sommes engagés à continuer à progresser au cours des prochaines années. Alors, pour ça, comment faire? C'est comme quand il y a un accident, chaque écart qualité, c'est grave. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise pas? Analyse par le management avec les équipes. On en fait 160 par mois à peu près. Les compétences, ça a été évoqué. Il faut bien sûr travailler les compétences. Standardiser. Quand les opérateurs répètent les gestes, ça marche mieux. Hein. Mettre sous contrôle les procédés, donc plutôt une culture de tout vérifier à tout moment et pas forcément de vérifier que le procédé sont sous contrôle. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant. Faire des investissements industriels de capacité, notamment d'automatisation. Beaucoup de nos soudures sont manuelles. Alors, il y a besoin des soudeurs, mais les machines ont aussi des taux de réussite plus grands. Des méthodes d'excellence opérationnelle, puis des réactions rapides, le quick response quality control, des boucles courtes, gestion sur place, et puis l'engagement des fournisseurs qui a été évoqué. Voilà, donc nous en sommes là, nous allons continuer. Alors, comment est-ce qu'on prépare EPR2? Eh bien, nous sommes fixés un objectif d'être en mesure de fournir des équipements pour 3,5 gigawatts électriques par an. En gros, c'est un EPR par an pour la France, plus un autre potentiellement pour d'autres applications. Et nous avons commencé assez tôt en 2018, c'est ce que disait Alain. Nous constations qu'à l'époque, nos sites étaient en activité sous-critique. Et donc, on désapprenait constamment. Et si un jour on veut faire un programme, on ne sera pas capable de le faire. Donc, à l'occasion d'Inclay Point, il y a cette idée on va se remettre en situation au-dessus du sous-critique et ne pas s'arrêter. Et là, la standardisation s'est imposée à la fois comme facteur d'efficacité, mais aussi en disant qu'on a plus de chances de faire des choses utiles si jamais on décide de ne pas s'arrêter. Et ça a été le programme Juliette. Il y a eu des effets puissants. Je prends l'exemple d'une virole au Creusot, on mettait 3 ans pour la faire, maintenant on l'a fait en 6 mois. Parce que les opérateurs répètent, ils savent ce qu'ils ont à faire, la documentation est en place. Les compétences, encore une fois, on a dit, le diagnostic est là, on va recruter 1000 personnes par an pour renforcer, puis 2000. L'année dernière, on a recruté 2371 nouveaux collègues, plus 552 alternants, en visant de ne pas les recruter dans les filières nucléaires, donc moins de 10%, en visant de recruter des femmes qui sont un atout pour le nucléaire, donc 25% de femmes dans ces recrutements. Et cette année, nous visons encore 2500 nouveaux recrutements, plus 500 alternants. Les méthodes d'excellence opérationnelle, les investissements, 200 millions par an, 250, 300 l'an dernier, 400 cette année. Nous montons en cadence, hein, et nous étions à plutôt 0,5 EPR, nous sommes plutôt à 1 EPR par an. Donc cette montée en cadence avec la mise en flux de nos activités. On a parlé de la supply chain. Nous avons absolument besoin d'une supply chain et même approche des équipes d'engagement de très bon niveau pour aider nos partenaires à monter en cadence. Un regard aussi très précis sur la souveraineté. On n'ignore pas les enjeux géopolitiques. Donc, et dans certains cas, nous amener à faire des investissements, à rapatrier certaines productions en France, comme l'investissement en interne de Cuve au Creusot. Et puis même faire quelques prises de contrôle
comme les contre-commandes de l'ex-Rolls-Royce et les Merlingiens qui reviennent français, les tubes de Valinox ou de façon conjointe avec le Naval Group, Gemont électrique pour sécuriser les moteurs, les alternateurs dont nous avons besoin et dont la marine a besoin aussi pour la propulsion de ces bâtiments. Voilà. Alors, il y a, et maintenant, au-delà de tout ça, donc le lead time, nous mettons les moyens pour que ça produise, mais notre grand gisement, c'est d'aller plus vite. Hein, nous avons une culture de nous améliorer. Et maintenant, c'est de faire en sorte que ça aille plus vite. Et c'est cette bataille contre le temps qui est un grand enjeu pour nous, pour la filière et nos sous-traitants. Et à mon avis, c'est là que nous avons la réserve qu'il nous faut aller chercher hein, pour délivrer les attentes qui sont grandes. Alors, quels sont les relais de croissance, effectivement? Framatome, on est bien nucléaire, hein, on est tout nucléaire, c'est dans notre nom. Donc, le contexte s'y prête. Mais déjà, le premier relais de croissance, ce sont les réacteurs actuels. Dans le monde, à peu près 450 réacteurs. Framatome intervient sur 385 d'entre eux pour faire la maintenance. Et nos clients sont maintenant plus dans l'idée, je fais des économies de maintenance pour arrêter très bientôt. Ben, je veux augmenter la durée de vie. Ça, c'est des gros programmes pour Framatome. Ils veulent augmenter la puissance quand c'est possible de le faire. En France, mais aussi dans le monde, et également avoir des technologies de combustible qui permettent non pas de recharger tous les 18 mois, mais plutôt tous les 2 ans, ce qui est beaucoup plus efficace compte tenu des saisons. Donc ça, elle est là déjà, cette croissance. Hein. Et par exemple, aux États-Unis, elle est amplifiée par les effets de l'Irak. Ils ont mis presque 300 milliards sur la table pour les utilities américaines. Notre deuxième relais de croissance qui existe déjà, c'est l'Europe de l'Est et l'Europe centrale. Grosse dépendance à la Russie et recherche d'alternatives. C'est une urgence géopolitique américaine. Ils ont besoin d'avoir aussi quelqu'un en Europe. Et c'est un levier important. Au-delà de ça, il y a les new builds avec EDF, Sizewell C en Grande-Bretagne, les programmes EPR en Europe, voire dans d'autres pays, l'appui à Neward ou SMR. Et puis, historiquement, nous avions une politique de briques technologiques. Pour les réacteurs avancés, les SMR, on a à peu près 80 projets dans le monde. Et nous vendons des briques technologiques qui feront pas le destin du programme, mais où ça nous intéresse, on garde la propriété intellectuelle, on est payé pour continuer à s'améliorer, et on est à peu près présent sur 20% des projets qu'il y a dans le monde. Donc, on sera là pour certains d'entre eux quand ils réussiront. Et au-delà de ça, je vous ai parlé d'équipements de 3,5 gigawatts électriques par an. Mais dans le monde, il y a 380 gigawatts électriques installés. Si on croit l'OCDE, il faut doubler ça. Il faut voir la COP 2008, la COP 28, il faut tripler. Et il y a besoin. Et donc, on est aussi un peu agnostique en disant, nos équipements, ils sont destinés à alimenter en priorité le PR2, à soutenir EDF, mais aussi nous avons une capacité d'offrir de la puissance, parce qu'il y a un besoin qui existe. Et il n'y a pas tant de supply chain que ça. On pense souvent à la Chine, etc., mais ils sont très occupés déjà à faire leurs programmes qui sont extrêmement ambitieux. Au-delà de ça, il y a l'innovation, on continue à travailler nos technologies. Nous avons aussi travaillé la cybersécurité, qui est un marché en forte croissance, qui a commencé par les États-Unis. On a fait l'acquisition de Foxguard Solutions, qui est le numéro 1 de la cybersécurité pour le nucléaire aux États-Unis. Ils ont la bonne idée de fournisseur de Boeing après qu'on ait été acheté. Et nous avons acheté CyberWatch en France, une start-up, donc pour répondre aux besoins ciblés de cybersécurité du nucléaire. Et puis, nous avons fait savoir que nos technologies pouvaient être tirées aussi par d'autres activités. Nous avons lancé Framatome Défense, parce que nous pouvons contribuer, nous sommes très fiers de ça. Et puis, plus cette fois-ci pour affiner nos technologies et l'attractivité de Framatome, nous avons lancé Framatome Healthcare et plus récemment Framatome Space. Mais au-delà de tout ça, Framatome, ce sont les Framatome qui sont très engagés au service de Framatome, de leurs clients EDF et de leurs clients dans le monde. J'en profite pour les remercier. Ils sont fiers d'être là, de contribuer à cette décarbonation de l'énergie. Très, très engagés. Donc, merci au Framatome. Effectivement. Merci beaucoup, Bernard. On a parlé d'un acteur éminent de la filière nucléaire, Framatome. Je me tourne maintenant vers Olivier Barre, délégué général du GIFEN, pour savoir comment, de manière plus générale, l'ensemble de la filière française s'organise pour répondre aux enjeux du nouveau nucléaire, et en particulier, où en est-on des démarches de performance opérationnelle, d'innovation dans la filière,
Et en quoi ces démarches, d'ailleurs, si elles sont menées à bien, permettent de faciliter l'adéquation, dont on parlera peut-être plus tard, entre les besoins et les ressources, avec les nombreux, les 10 000 recrutements par an dont on a parlé tout à l'heure. Merci Vincent. Ben, je vais dire tout pareil qu'Alain et Bernard, au pluriel, j'ai envie de dire. La filière nucléaire, c'est plusieurs centaines d'entreprises, c'est 500 entreprises au cœur, on dirait 500, 700 entreprises au cœur. Et c'est même un peu plus que ça d'établissements. On est en train en ce moment même, de sonder la filière pour constituer une cartographie complète. On a 1400 SIRET, il y a 1400 établissements sondés. Donc c'est un sport collectif, le nucléaire, c'est pas un sport individuel. J'ai envie de prendre l'image d'une équipe de cyclistes. Il y a des leaders, il y a des équipiers, chacun joue son rôle. Et notre rôle au GIFEN, c'est de créer les conditions pour que l'équipe fonctionne effectivement en équipe, pour aider les leaders à jouer leur rôle de leader et les équipiers à jouer leur rôle d'équipier. La filière nucléaire, c'est une équipe cycliste qui a gagné le Tour de France très régulièrement à l'époque de Bernard Hinault, et qui depuis tourne en pleine. Et heureusement, Laurent l'a dit tout à l'heure, on lui a redonné la mission de remonter l'école. Alors on sait que ça se monte, on l'a fait à une époque, on sait que les Chinois en ont 10 par an en ce moment, 10 réacteurs par an. Nous, la cible qui est fixée, elle a été fixée par le gouvernement en termes d'ambition, de nécessité, et elle est fixée par les leaders nucléaires en termes de cadence industrielle. C'est important de fixer une cadence industrielle comme cible. On l'a dit, 2 réacteurs par an pour le nucléaire neuf. Ça, c'est très mobilisateur pour l'ensemble de la filière, c'est très dimensionnant. Et donc, une fois qu'on a ça, ce qui est très positif dans le contexte actuel, c'est que finalement, la filière se retrouve dans son rôle et chacun est dans son rôle. L'État donne la direction, le pourquoi, et on fait communiquer le pourquoi avec le comment. La filière travaille effectivement sur le comment. Alors, on a une filière, donc pour travailler sur le comment, il fallait faire une forme d'état des lieux de ces 25 ans de plaine. La bonne nouvelle, c'est qu'on conserve une filière qui est très complète. On l'a vu avec le programme Match qu'on a constitué au sein de la filière et pour lequel on a rendu un rapport l'année dernière, premier rapport. La filière reste globalement complète. Elle a devant elle un enjeu de remobilisation, de ramp-up, de reconquête de capacité, de performance et d'attractivité. Et c'est cette complémentarité-là qui occupe la filière, qui occupe le GIFEN d'animateur. Pourquoi de ramp-up? Parce qu'on a estimé, alors tous ensemble, qu'on avait sur les 10 ans à venir une augmentation de l'ordre de 25% de notre volume d'activité. Donc c'est pas insurmontable, 25%, il n'y a pas besoin, on n'est pas à reconstituer une filière complète, mais c'est quand même un ramp-up important dans lequel il va falloir jouer de productivité et d'attractivité pour renouveler finalement, à chaque fois qu'il y a une personne qui part, il faut l'équivalent de 2 qui rentrent. Ça, évidemment, ça oblige à beaucoup d'actions. Les actions sont exactement celles qui ont été décrites précédemment. Ce que l'on cherche à faire, c'est à les collectiviser, j'ai envie de dire, à travailler sur la base des initiatives prises par les uns, par les autres, par les leaders, faire beaucoup de partage d'expérience, de benchmark avec d'autres industries et tirer de ces initiatives des choses plus générales. Typiquement, le programme d'excellence opérationnelle nucléaire qu'on a lancé en décembre à Saint-Marcel est évidemment l'extrapolation et le travail sur la base du supplier development qu'évoquait Alain, par exemple, et sur toutes les initiatives qu'a pris Framatome. C'est de l'énergie qui est mise par les membres. Hein. Le GIFEN, c'est 30 permanents, mais c'est surtout toute la filière qui se mobilise. L'excellence opérationnelle, typiquement, Bernard a détaché un spécialiste de manière à conduire ce programme. Je le prends à titre d'exemple. On travaille aussi sur le compagnonnage. Je laisserai Hélène situer le compagnonnage dans le plan d'action des compétences en général, mais il y a une forte accélération du compagnonnage devant nous. Donc, il faut le structurer, l'accompagner, définir des références pour l'ensemble de la filière pour travailler en cohérence et ensuite aider les plus petites entreprises à mettre en œuvre des actions qu'elles ne vont pas forcément être en mesure de prendre seules. Et par cette cohérence, aider les plus grandes entreprises à prendre des initiatives dans un sens qu'elles savent convergent avec le reste de l'équipe. Sur l'innovation, on travaille sur les briques technologiques. On peut penser à des sujets un peu typiques comme la fabrication additive, qui permettrait de résoudre des problèmes qu'on peut avoir avec les techniques classiques. Évidemment, on regarde les nouvelles technologies de réacteurs. On a créé un club France Réacteurs Innovants
qui regroupe les développeurs de SMR pour les faire travailler sur des problématiques communes. On travaille sur le numérique, cybersécurité a été mentionné. On travaille aussi sur la continuité numérique, comment créer des référentiels de continuité numérique au sein de la filière en travaillant sur des standards de données essentiellement. Et puis, évidemment, il y a le fondamental de la culture sûreté, de la conformité, qui nous occupe beaucoup. Et le but, c'est globalement de renforcer la capacité globale de la filière et sa capacité à matcher avec le programme qu'elle a délivré. Et un dernier point peut-être sur l'ouverture. C'est-à-dire que cette mobilisation, elle ne va pas se faire en autarcie. Elle se fait aussi par connexion avec les autres industriels, avec les autres filières. Les entreprises de la filière travaillent très majoritairement pour plusieurs filières industrielles, pour l'aéronautique, pour la défense, pour l'automobile, enfin, d'autres filières. Et en soi, c'est un facteur d'inspiration, c'est un facteur de stabilisation aussi. Et puis, il y a l'international. Donc, le développement des relations internationales, des partenariats avec d'autres filières. Alors évidemment, quand on regarde l'Europe, la filière française est légèrement hégémonique en termes de capacité et de programme. On a en France on vient de mettre en fait sur la table le deuxième programme nucléaire au monde, derrière le chinois. Donc on redevient très intéressant pour beaucoup d'acteurs. La dynamique française attire beaucoup. On est beaucoup sollicité par nos homologues pour savoir ce qui se passe en France, mais aussi pour se connecter. Donc ça, c'est autant d'opportunités de développer des partenariats qui, évidemment, vont donner demain des opportunités d'export, d'opportunités de développement de nos entreprises, mais qui donnent aussi l'opportunité de nouer des liens avec des capacités complémentaires que l'on peut appeler quand on en a besoin, tout en préservant notre autonomie et l'enjeu de souveraineté qui est évoqué par nous. Voilà globalement les axes sur lesquels on travaille dans le cadre du GIFEN et pour le film. Merci beaucoup, Olivier. Donc, effectivement, tu as évoqué la nécessité de sécuriser les compétences nécessaires dans la filière nucléaire. Donc, je me tourne maintenant vers Hélène Badia, présidente de l'Université Métiers du nucléaire, pour savoir quelles actions sont mises en œuvre pour sécuriser ces compétences nécessaires. Donc, ce n'est pas simplement sécuriser un statu quo, mais une croissance importante des effectifs. Comment on peut aller le plus loin pour favoriser l'attractivité des métiers du nucléaire, et en particulier dans un contexte où il n'y a pas que le nucléaire qui recrute dans l'industrie, où il y a un contexte général de réindustrialisation qui fait qu'il y a une vraie concurrence, on va dire, entre les différentes filières, même si on peut globalement se réjouir que plusieurs filières industrielles redémarrent dans le pays. Donc, quelles sont les différentes actions qui sont mises en œuvre? Oui, merci Vincent. Bonsoir à tous. Alors, déjà, pour mener les bonnes actions, il faut un bon diagnostic. Donc, je tenais à nouveau à saluer ce qu'a fait le GIFEN en termes d'estimation des besoins de la filière nucléaire. Je rappelle les fameux 100 000 emplois dans les 10 ans à venir, donc 10 000 recrutements à mener par an pour l'ensemble de la filière nucléaire. Et c'est le programme Match qui a piloté le GIFEN. Et finalement, les actions qu'on mène, elles ont eu pour départ ce programme Match qui était extrêmement important. Il fallait ce diagnostic pour mener les bonnes actions. La filière en avait besoin et la filière avait également besoin de se structurer parce que des actions pour renforcer les compétences, pour sécuriser les recrutements à venir, il y en a qui sont faites par les industriels de la filière, en premier lieu par EDF, par Framatome, par Orano, qui ont les moyens de se mobiliser, qui ont une marque employeur, qui ont les moyens d'avoir des centres de formation interne. C'est plus compliqué pour les petites entreprises. On a un devoir de faire filière, d'être solidaires tous ensemble, parce que finalement, sans les petits et sans toutes les entreprises de la filière, on n'y arrivera pas à relever ce défi des compétences. Donc, il y avait cet enjeu de finalement faire filière pour sécuriser les compétences de l'ensemble de la filière, cet enjeu de se fédérer. Et puis, on avait aussi un enjeu, finalement, d'être pragmatique, de faire simple et de faire concret. Pour faire la rapidité, finalement, d'exécution, même dans les compétences, il faut savoir être rapide pour ne pas se retrouver, finalement, en retard et gêné par un manque de compétences dû ces plusieurs années pendant lesquelles on n'a pas recruté et on n'a pas eu besoin de compétences nouvelles dans le nucléaire. Et donc, c'est là où finalement, il y a eu une valeur ajoutée au travail que nous avons mené au sein de l'Université des métiers nucléaires avec l'ensemble des acteurs de la filière, de finalement présenter un plan d'action qu'on a remis au gouvernement en juin dernier, un plan d'action très concret, basé encore une fois sur un diagnostic très précis de nos besoins. Et c'est ce plan d'action que je vais vous présenter rapidement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les 7 leviers et 30 actions. Simplement, en termes de diagnostic,
en face du diagnostic, finalement, du GIFEN qui nous disait on aura besoin de recruter, alors c'est très précis, c'est vraiment ça qu'il nous fallait, on aura par exemple besoin de recruter les soudeurs, on sait exactement combien il nous en faut sur les 10 années à venir, à quel endroit, à quel moment. On connaît voilà, vraiment la rampe de nos besoins, et ça pour les 84 métiers de la filière. Donc ça, c'est vraiment fondamental. En face de ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis l'offre de formation. On a regardé finalement quelle est l'offre de formation en France dont on dispose, que ce soit la formation initiale ou la formation professionnelle continue, sur quoi on peut s'appuyer pour finalement aller former toutes ces ressources nécessaires à la filière. Et le constat qu'on a fait, finalement, il n'est pas tant de se dire il faut créer des formations que de remplir les formations existantes. Alors, bien évidemment, il y a quelques endroits où on manque de formation. Typiquement, en Normandie, c'est un premier exemple. Aujourd'hui, la Normandie, c'est 15% des ressources de la filière nucléaire pour son ensemble. Et ça va augmenter avec R2, avec Mandy, etc. Et aujourd'hui, la Normandie, c'est 5% des formations qui mènent au métier du nucléaire. Donc, on voit qu'on a un déséquilibre dans le domaine de la formation. Et clairement, la Normandie s'est pris en main sur ce sujet avec le soutien de l'Université métiers nucléaires et finalement a déposé un dossier de demande de financement auprès de France 2030 dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir pour effectivement aller créer des formations dans la région. Et puis, l'ensemble des régions y travaillent et j'y reviendrai. Mais donc, dans certaines régions, il faut créer de la formation. Dans certains domaines aussi, il faut créer des formations. Un exemple, le contrôle non destructif. On a beaucoup parlé des soudeurs. Et au bout d'un moment, à force d'en parler, on a créé de nombreuses écoles de soudage. Framatome a créé son école de soudage. Beaucoup d'entreprises ont créé des écoles de soudage. La formation initiale s'est renforcée dans ce domaine. Et finalement, on s'aperçoit que maintenant, s'il y a bien un domaine dans lequel il manque des formations, c'est le domaine du contrôle non destructif. Voilà. Donc ça, on sait. Et là, pareil, on est en train de déposer un dossier avec l'Université du Mans pour aller créer de nouvelles formations dans ce domaine-là. Voilà. Alors, quelques régions où il faut créer de la formation, quelques domaines de spécialité où il faut créer de la formation, mais je le disais, le gros enjeu, finalement, c'est l'attractivité. C'est l'enjeu majeur de la filière nucléaire. Comment fait-on pour attirer des jeunes dans des formations qui mènent au métier du nucléaire? Voilà. Et ce sujet-là, finalement, c'est pas tellement le sujet de la filière nucléaire, c'est le sujet globalement de l'industrie. Et donc là, je réponds, Vincent, à la question aussi sur comment on fait avec les autres industriels qui ont aussi des besoins de soudeurs, qui ont besoin de souduriers. Voilà. En fait, nous, les métiers dont on a besoin, ce sont des métiers industriels dont d'autres ont besoin. Et les formations qui mènent au métier du nucléaire, ce sont des formations industrielles. En fait, il faut avoir en tête qu'il y a moins de 20% des formations qui mènent au métier nucléaire qui vont être des formations spécifiques au nucléaire, de neutronique, etc. Le reste, c'est vraiment des formations qui sont des formations, voilà, bac pro chaudronnerie, BTS électrotech, école d'ingénieurs. Ce sont des formations qui mènent au métier d'industrie. Et le sujet, c'est aussi l'attractivité des métiers industriels. Et là, dans le contexte où d'autres ont besoin des mêmes ressources que les nôtres, l'idée, c'est pas d'être en compétition. L'idée, c'est vraiment de travailler ensemble. Et c'est ce qu'on se fait dans le cadre du CNI, du Conseil national de l'industrie, où finalement, on travaille avec les autres filières industrielles pour aller dans les collèges, parce que c'est là où ça se joue, aller dans les collèges, aller voir les cinquièmes, et ne pas leur dire, voilà, nous on cherche des soudeurs dans le nucléaire, mais dire, voilà, l'industrie, c'est un beau métier. Tous les métiers industriels, il faut réenchanter l'industrie, et on va aller ensemble. Voilà. Et puis sinon, si on y va à chaque filière, vous imaginez si le nucléaire va avoir les cinquièmes, l'automobile va avoir les cinquièmes. Voilà. Je ne fais pas le dessin. L'idée, c'est qu'on y aille tous ensemble et qu'on dise finalement, est-ce que c'est pas un beau métier que de faire soudeur, que de faire chaudronnier? Est-ce que c'est pas un beau métier que de faire ingénieur pour l'industrie? Et ensuite, évidemment, à un moment, il faudra les attirer dans notre filière nucléaire. Mais au départ, on y va tous ensemble. Et je pense que c'est ça qui fait la force de la chose, c'est qu'on arrive à travailler en interfilière sur ce domaine-là. Alors donc les actions, je vous l'ai dit, on va travailler sur l'attractivité. Alors l'attractivité, une fois qu'on a travaillé sur voilà, l'attractivité des formations qui mènent au métier industriel, il faut aussi travailler sur l'attractivité du nucléaire. On a des arguments, ça a été rappelé par tout à l'heure, on a des arguments, les métiers du nucléaire sont des métiers qui ont du sens, qui contribuent à la transition énergétique. Ce sont des métiers où on va pouvoir avoir du travail pour longtemps, ce sont des métiers où on peut travailler à la fois en France, à l'international. Et donc, on a beaucoup de choses à mettre en avant sur l'attractivité, mais ce qu'il faut, c'est nous faire connaître et déconstruire quelques idées reçues. Donc, pour ça, on a créé un site internet, le site de la filière nucléaire, qui s'appelle monavenirdanslenucléaire.fr. Il y a un seul site où vous pouvez trouver toutes les formations qui mènent au métier du nucléaire, c'est Mon avenir dans le nucléaire. Il y a un seul site où vous pouvez trouver toutes les formations, tous les offres d'emploi de la filière nucléaire, c'est monavenirdanslenucléaire.fr. Il y a un seul site où vous
trouver les offres de stage et d'alternance de la filière nucléaire, c'est mon avenir dans le nucléaire. Là, voilà, on l'a fait. Il existe avec une notoriété qui grandit et c'est le site de la filière, c'est pas le site de l'UMN. Hein. On mène d'autres actions aussi pour renforcer notre attractivité. Et si je devais en citer une, c'est la semaine des métiers du nucléaire, parce que c'est une initiative où là encore on se fédère. On avait besoin de se fédérer et on n'a jamais autant d'impact que quand on se met tous ensemble pendant une semaine à ouvrir les portes des entreprises, à ouvrir les portes des écoles, à organiser des forums de recrutement. J'en profite pour remercier EDF, Framatome, Orano, qui sont vraiment des contributeurs, qui sont membres fondateurs de l'UMN, avec le GIFEN, avec Nucléaire Vallée, et tous, on s'est mobilisés pour cette semaine des métiers nucléaires. C'était du 5 au 9 février 2024. C'était la 2e édition. On a commencé en 2023. Co-organisé avec France Travail. L'année dernière, 8000 personnes de reconversion de demandeurs d'emploi ont assisté à nos événements. Cette année, 16 000 personnes. Ça veut dire que, voilà, en une semaine, il y a 16 000 personnes qui ont pu visiter des usines, découvrir nos métiers, aller dans des forums de recrutement. 16 000, c'est pas mal quand on sait qu'il nous en faut 10 000 par an. Alors évidemment, ils ne correspondent pas tous à nos standards de beauté, mais c'est important voilà, de faire du bruit et pendant une semaine de parler tous d'une même voix. C'est comme ça qu'on est efficace. Et puis un dernier mot sur la formation, parce que finalement, j'ai dit, on n'a pas tellement besoin de créer des formations, mais on en a quand même créé une trentaine en 2023, une trentaine en 2024. Et puis on suit comme ça les formations qui sont créées d'année en année. Et puis surtout, l'idée, c'est d'aller adapter les formations aux besoins de la filière, de se servir de ces formations existantes, par exemple des bacs pro chaudronnerie, je reprends toujours le même exemple, et de se dire, dans les bacs pro chaudronnerie, dans les bassins d'emploi où les industriels de la filière vont recruter, on va aller mettre des modules d'enseignement nucléaire. Ça s'appelle la coloration sectorielle. Donc là, c'est la coloration nucléaire. Là, on y va avec l'éducation nationale, qui est vraiment en fort soutien sur le sujet. Et on a donc identifié dans les bassins d'emploi où on va recruter les formations sur lesquelles on apporte cette coloration nucléaire. C'est des formations généralistes, industrielles. Et nous, on va rajouter 20 heures, 50 heures, 100 heures de formation d'enseignement nucléaire pour finalement donner envie de venir dans la filière et aussi préparer, voilà, c'est les viviers, c'est les futurs salariés de demain des entreprises de la filière. Donc, vous voyez que ce plan d'action, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler des heures, mais ce plan d'action, il est très concret, très complet. Il va de l'orientation des élèves vers les filières industrielles, de l'attractivité de la filière nucléaire, de la création de formations, de l'adaptation des formations. Il comprend le compagnonnage qu'a cité Olivier et qui est un maillon extrêmement important parce qu'une fois qu'on aura mis du monde dans les formations, il va falloir les intégrer, les compagnonner, voilà, finir la formation dans les entreprises de la filière. Et ça, c'est l'excellent travail fait par le GIFEN avec le projet coach du compagnonnage. Et tout ça, mis bout à bout, fait qu'on sécurise finalement les 10 000 emplois, les 10 000 recrutements que la filière a opérés dans les 10 prochaines années. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Et effectivement, j'avais déjà entendu dans une conférence le lien fort qu'il y avait entre l'attractivité et le fait de retrouver une productivité, un temps métal important, c'est-à-dire que les deux vont de pair, c'est-à-dire plus on aura aussi des process industriels optimisés, des outils hyper adaptés, plus aussi les gens qui viendront dans la filière, ils seront contents d'y travailler et ils y resteront le plus longtemps possible. On va terminer le tour de table avec Jacques Pétieux, donc d'Orano. On a beaucoup parlé de réacteurs, on a un petit peu parlé de cycle. Au-delà des réacteurs, quels sont les enjeux pour l'avenir du cycle du combustible nucléaire en France? Donc, comme le rappelait Laurent, on a quand même récemment beaucoup parlé suite au dernier Conseil de politique nucléaire. Comment faire face au renouvellement des installations existantes et au développement de nouveaux procédés? Et donc, quels sont les investissements pour Orano, à la fois dans l'amont du cycle, de la mine à l'uranium enrichi, et dans l'aval, avec le retraitement recyclage? Merci Vincent et bonsoir à tous. Alors peut-être Orano est une marque moins connue que EDF et Framatome, donc 2 mots sur Orano. Donc on fait 4,8 milliards de chiffre d'affaires, 17 000 personnes. On est issu, comme Framatome, de la restructuration d'Areva, donc Framatome d'un côté, et puis les activités liées au cycle de l'autre, qui a pris le nom d'Orano. Et donc, bon, au-delà de 2 activités de diversification qu'on a eues pendant les guerres nucléaires, qui sont la médecine nucléaire et le recyclage des batteries, on a effectivement un gros corps de métier, c'est les activités du cycle. Donc l'amont de la mine, conversion et enrichissement d'uranium, et puis l'aval, le recyclage des combustibles usés, transport des matières nucléaires, entreposage des combustibles usés pour ceux qui ont choisi le cycle ouvert, une activité
services et démantèlement. Et donc, quels sont les enjeux de cette relance? Quels sont les enjeux pour le cycle de cette relance du nucléaire? Alors, on va parler de l'amont tout d'abord. Alors, je vais peut-être commencer pas dans l'ordre du cycle, mais peut-être par un sujet qui est un peu plus facile que d'autres, qui est la conversion de l'enregistrement. Alors, déjà pour l'amont globalement, hein, si on suivait la déclaration des pays, la COP28, qui veulent tripler la capacité nucléaire d'ici 2050, il faudrait investir 100 milliards dans l'amont. Alors pas seulement nous, hein, nos compétiteurs. Donc ça, c'est 1000 conversions enregistrement. Donc c'est absolument colossal. Et donc il y a ce sujet de financement qui est complètement transverse aux trois activités, 1000 conversions enregistrement, mais sur la conversion de l'enrichissement, bon, au-delà de ce sujet de financement, il s'agit de faire des usines, les technologies existent. Donc, je ne vois pas de gros sujets qui feraient que ça freinerait la progression du nucléaire de ce côté-là. Alors, pour ce qui nous concerne, on a déjà décidé, vous avez dû le lire, l'extension de notre usine d'enrichissement au Tricastin, donc c'est 1,7 milliard d'euros. Et là, on doit saluer, quelquefois on s'est fait vite dans la filière, parce qu'on s'est mis en ordre de marche dès la fin février 2022. Et 18 mois après, on a fait valider par la SN notre dossier de sûreté pour l'extension et on est en cours de enquête publique. La première pierre sera posée en septembre et la première production en 2028. Donc, quand on veut, on peut faire vite. Alors, il y avait une urgence qui était effectivement de se désensibiliser aux approvisionnements russes, hein, qui, je le rappelle, toujours aujourd'hui, fournissent 25% à peu près de l'enrichissement, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Ça, c'est le premier investissement qu'on a fait nous. Et puis, vous avez dû voir les déclarations de notre président Claude Imovelle qui parle d'un projet US. Alors là, il n'est qu'à l'étude, il n'est pas décidé. Ça sera en fonction des conditions de marché. Et celui-là, il sera plutôt pour accompagner la croissance du marché dans la prochaine décennie, si effectivement les constructions de nouvelles centrales se confirment. Donc là, je dirais que ce soit pour nous, pour nos concurrents, conversion enrichissement, c'est surtout un sujet de financement. Les technologies existent. Alors pour la mine, les technologies existent. Là, c'est un peu plus compliqué. L'uranium, comme les autres matières premières, il faut l'exploiter là où la géologie décide, non pas là où on voudrait que les ressources soient. Donc forcément, il y a des géographies qui sont plus ou moins faciles. Donc nous, notre approche de Orano, ça a toujours été d'avoir une diversification géographique. Et bien, nous en a valu, nous en a pris, oui, puisque effectivement, les événements du Niger, et malgré les événements du Niger, on était capable de livrer nos clients. Alors, donc, on est au Canada, qui représente 60% de notre production, le Kazakhstan, 25%, et le Niger, qui est censé redémarrer, notre mine a redémarré lentement, à peu près 15% du sol. Et on a des projets miniers en Mongolie, en Ouzbékistan et au Canada aussi. On en avait aussi au Niger. On verra si on peut les mettre en œuvre. Et donc, au-delà de ces projets miniers qu'il faudra mettre en œuvre, il faudra aussi continuer à faire de l'exploration, que ce soit nous, les juniors, les concurrents, parce qu'il va falloir trouver plus d'uranium pour effectivement fournir les réacteurs de demain. Si on parle, encore une fois, si on parle de doubler la capacité nucléaire installée, il va falloir aussi doubler la production d'uranium. Donc là, c'est un enjeu important pour nous, mais pour l'ensemble de l'industrie. Alors, si on passe maintenant sur l'aval, effectivement, Laurent Coigny l'a dit, la TPE2 est morte, et puis le mix ENR nucléaire s'impose, et donc effectivement, on aura un programme nucléaire et puis des réacteurs nucléaires sur la seconde partie du siècle en France. Donc forcément, naturellement, la question de l'aval du cycle et de la pérennité des installations se posait. Alors, je voudrais rappeler juste les avantages de l'aval, au-delà de la valeur ajoutée nationale que cela procure. C'est premièrement, bon, ça réduit le volume des déchets d'un facteur 5 et puis aussi ça réduit l'oxydicité d'un facteur 10. On recycle déjà aujourd'hui le combustible usé d'EDF, donc 96% du combustible usé est récupéré et donc ça permet d'économiser 20% des ressources en uranium naturel. Si on recyclait à terme le MOX qui sortait des centrales, on pourrait monter jusqu'à 40% d'économie. C'est un sujet fort d'acceptabilité pour EDF. Puisqu'en France, effectivement, l'entreposage en pied de centrale serait pas forcément très bien accepté et le recyclage est une façon, effectivement, d'améliorer cette acceptabilité. Et puis, ça permet de garder quand même l'option ouverte des RNR, des réacteurs rapides et leur connu en avant. Donc, partant de ça, on a travaillé toute l'année 2023 avec EDF sur quel pourrait être le scénario industriel des nouvelles usines de Laval. Au-delà de la pérennité de ce qu'on doit faire pour faire durer les
usines actuelles le plus longtemps possible, quel serait le scénario industriel. On a travaillé de concert avec EDF et on a proposé un scénario tutelle avec un consensus avec EDF, ce qui était beaucoup plus facile pour la tutelle, pour arbitrer. Et donc, vous avez pu voir effectivement les décisions du CPL du 26 février, et effectivement avec la consécration pour nous de la visite des deux ministres sur le site de l'ARC. Et donc, qu'est-ce qu'a décidé le CPL? Il a décidé, la pérennité des usines actuelles au-delà de 2040, ce qui engage les industriels à étudier ce qu'il faut faire pour effectivement les faire durer le plus longtemps possible, parce que d'un point de vue économique, plus on les fera durer longtemps, plus ce sera rentable, parce qu'on pourra décaler les investissements des nouvelles usines, mais en même temps de lancer les études pour les nouvelles usines, ce compte tenu du temps long de construction. Et la durée, pour le moment, qui est encore incertaine de l'utilisation des usines actuelles, il faut qu'on soit prêt le jour venu pour lancer le renouvellement des usines actuelles. Ça sera sans nul doute un des plus gros chantiers du siècle en termes de montant et en termes de moyens à mettre en œuvre. Donc ça pose justement plusieurs enjeux. Alors l'enjeu RH qu'on partage avec tout le reste de la filière, évidemment. Quelques enjeux techno qu'on est en train de regarder avec le CEA. Qu'est-ce qu'on pourrait embarquer comme amélioration de procédés? Mais là, on ne prendra pas de risque. Il faudra vraiment qu'on améliore les TRL pour que le jour de la décision de la construction, on ait effectivement des TRL niveau 8 ou 9 qui nous permettent de les embarquer dans la construction de l'usine. Et puis, il y a d'autres sujets qu'on va travailler cette année avec la tutelle, donc avec les équipes de l'ANCONI, qui sont les sujets de gouvernance d'un tel programme, et puis les sujets aussi de financement, puisqu'alors là, on dépasse évidemment les capacités de financement d'Orano, voire de nous. Donc, de trouver la meilleure façon de financer ces futures usines le jour venu. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être passer à la phase des questions. Alors, ce que je propose, c'est j'ai un certain nombre de questions en ligne que je vais, si vous voulez bien, vous transmettre. Et puis ensuite, on pourra passer aux questions autour de la table, parce que c'est plus facile. Alors, j'ai une question j'ai deux questions de Monsieur Leray, une qui est compliquée et une qui est simple. Celle qui est compliquée, c'est comment se fait-il que les chaînes publiques du service public, lorsqu'il s'agit d'énergie, n'interrogent que négawatts? Je raccourcis un peu sa question, mais enfin, c'était grosso modo ça. Et la deuxième, c'était concernant l'ENSO et ses organisations, et l'organisation des réseaux européens, est-ce que les recommandations de l'ENSO ne sont pas finalement des sources de renchérissement du nucléaire en faveur des seuls ENR? Peut-être pour la DGEC. Voilà. Ensuite, j'ai des questions sur les stratégies d'attrait pour les jeunes, mais il me semble que Mme Badia y a déjà bien répondu. Et puis, toujours sur les ressources humaines, une question de M. de Bompard sur les besoins de génie civil. Est-ce qu'il n'y a pas une surcharge de ce côté-là? J'ai une question technique, alors que je suis posé aussi pour la DVEC sur et le thorium. Les Chinois lancent des réacteurs au thorium. C'était un peu une vieille idée avec les Indiens d'ailleurs aussi. Et puis, il y avait une question de Madame de Casademont sur est-ce que le temps pris pour la PPE, pour ajuster la PPE ne fragilise pas la filière? Il me semble que cette question est un peu dans voilà les premières questions que nous avons reçues. Alors, je ne sais pas dans l'ordre, peut-être la DGEC. Peut-être un point sur le sujet des chaînes publiques et de négawatts. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'audiovisuel public. Je me garderai bien de porter un jugement sur la façon dont elles sont organisées. En revanche, je pense que d'un point de vue puissance publique, il faut qu'on apprenne à faire de l'influence. L'influence, c'est pas un vain mot, c'est plus que de la communication. C'est s'assurer qu'on passe un message, mais qu'il est reçu. Et aujourd'hui, c'est un vrai effort, c'est un vrai métier. Il faut qu'on s'organise pour être présent dans tous les supports qui permettent justement de toucher les gens et de faire en sorte que la politique publique de l'énergie, elle soit comprise, que les faits soient posés. Ensuite, le jeu politique peut faire son œuvre. Ensuite, les journalistes peuvent en discuter, commenter, etc. Mais voilà, je pense qu'on a un vrai travail pour sortir de la communication un peu ancienne, 20e siècle, et rentrer les deux pieds dans le 21e. Encore, c'est France Info, hein, le négawatt. Pour ce qui est de... Alors,
pas si tu comprends la question autour de ENSOE particulièrement, mais de manière générale sur les régulateurs de réseaux européens. Alors, pour moi, c'est pas. Enfin, il y a un sujet économique, mais pour moi, c'est pas forcément le désavantage, forcément des avantages du nucléaire. Donc, le nucléaire va être rémunéré en fait sur l'optimisation de la courbe. Il y a aussi des gains autour de ça. Donc, il y a le sujet économique, mais derrière, c'est plutôt le sujet de la stabilisation du réseau et de l'optimisation économique de l'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on s'assure que, avec tout l'argent qu'on met dans l'énergie, on s'assure qu'on optimise quand même le coût global de ce qu'on est en train de faire par rapport aux besoins. Pardon, tel que je l'ai compris, je traduis brièvement, c'est les centrales nucléaires sont des grosses dames à qui il est difficile de faire danser le tango, et par conséquent, est-ce que ça va coûter plus cher de de leur faire danser le tango? Moi, je trouve qu'elles dansent plutôt pas mal le tango. Le week-end dernier, trois réacteurs arrêtés. Je crois qu'il y avait un point bas à 21 gigawatts, 24. 21, c'est ça, et point haut à 42 ou 43. Voilà. Dans la même journée. Donc, du simple au double. C'est du simple au double. Alors, je ne sais pas si c'est un record. En tous les cas, moi, je n'ai jamais vu des chiffres aussi importants. Et globalement, il faut qu'on s'y prépare. On a un sujet les week-ends où il va se passer des choses comme ça. Donc, le nucléaire est plutôt très pilotable. Mais il y a quand même certaines limites. Il y a des limites techniques. C'est quand même pas très bon pour le vieillissement et pour plein d'autres sujets techniques. Donc, il faut qu'on soit conscient de ça. Et après, il y a quand même la question de l'optimisation du coût global. Le sujet, c'est vrai que c'est aujourd'hui, mais c'est surtout une question de trajectoire. La question qu'on se pose à la DGEC, c'est si on tient nos courbes d'augmentation de consommation en électricité, il n'y a pas de sujet en fait. Parce qu'on a besoin de tout et on va cumuler les renouvelables et le nucléaire. Et globalement, il y aura quand même des sujets de variation, mais globalement, on tiendra. La question, c'est qu'il faut qu'on tienne ces courbes. Si on ne les tient pas, on va continuer à accentuer la croissance des renouvelables en plus du nucléaire. Et là, on risque d'avoir effectivement des effets assez importants et une désoptimisation économique. Donc, c'est un vrai sujet de réflexion qu'on veut porter au niveau européen. C'est comment est-ce qu'on s'assure que quand on se fixe des objectifs, voilà, que tout suit bien comme il faut. Et que si ce n'est pas le cas, faut qu'on trouve des moyens d'incitation pour bien optimiser les différentes branches de la production d'énergie pour pas qu'on ait des effets de désoptimisation économique. Et puis évidemment, il y a aussi des sujets d'équilibrage technique du réseau, mais ça, j'en ai déjà parlé. Alors, thorium, pas thorium, ça a été un grand sujet dans les grandes heures du nucléaire. Voilà, l'industrie a fait que ce choix-là n'a pas été celui qui s'est imposé. Aujourd'hui, certains en reparlent, mais je dirais que la question est plutôt pour l'industrie. Voilà, faut-il réinterroger ce choix du thorium? Aujourd'hui, on ne voit pas, en tout cas en France, de projets importants là-dessus pour l'instant. Le temps pris sur la PPE, alors c'est un sujet, hein. On a un enchaînement réglementaire qui fait que on a une loi, ensuite on a une SNBC et une PPE. SNBC, Stratégie nationale bas carbone, qui nous fixe les budgets carbone, et ensuite la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui va décider de la trajectoire d'investissement et d'augmentation de la production pour tenir ces budgets carbone. Vous savez qu'on a eu un grand sujet, effectivement, parce qu'on avait une loi qui était préparée, qui finalement n'a pas été déposée parce que effectivement, d'après les consultations qu'on a eues, il n'y avait pas de consensus général au niveau politique et au niveau des associations et autres pour prendre le texte tel qu'il était. Donc les ministres ont décidé de prendre le temps d'une concertation qui va s'étaler tout le long de l'année 2024. Elles sont par ailleurs obligatoires sur le plan réglementaire. Donc on va encore avoir une année de concertation en 2024. Et le souhait du gouvernement était de sortir une loi fin de l'année 2024 pour ensuite adopter la SNBC et la PPE. Entre-temps, les parlementaires se sont saisis du sujet, puisque vous savez qu'il y a une proposition de loi actuellement sur le sujet de la programmation énergétique. Donc on verra finalement si le Parlement arrive à se mettre d'accord sur une programmation des grands objectifs de l'énergie et du climat avant qu'on puisse adopter la SNBC et la PPE. Donc oui, ça prend du temps, mais c'est le prix d'un consensus le plus large possible sur ce qu'on est en train de faire. Je parlais d'influence, il faut quand même partir de là. Si on consulte tout le monde et qu'on ne va pas au Parlement, c'est quand même un vrai sujet. Donc il faut effectivement consulter à l'extérieur du Parlement, c'est le gros effort depuis 2 ans, il faut qu'on continue en 2024, mais il faut aussi qu'on arrive à avoir ce débat adulte au niveau du Parlement sur ces grands choix, parce qu'ils emportent au-delà d'une législature. Aujourd'hui, on a des choix dans le nucléaire notamment, mais pas que, qui vont nous emporter au-delà de 5 ans. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver le moyen de prendre ces décisions-là dans un climat le plus apaisé possible. Je ne vous fais pas un dessin, c'est pas très facile aujourd'hui d'adopter de prendre ce genre de décision, mais il faut qu'on y arrive et on n'a pas le choix. Parce qu'encore une fois, l'enjeu de responsabilité pour 2050, et bien avant, je vous l'ai montré, est devant nous. Les formations et le génie civil? Oui, alors en effet, nous allons avoir de gros besoins en termes de génie civil et ça va arriver assez vite. Alors, sur les formations dans le domaine du génie civil, on a la même stratégie que sur l'ensemble des formations, c'est-à-dire qu'on va aller aux endroits où on a besoin de créer des formations.
il y a quelques créations de formations qui ont été faites dans le génie civil, mais très peu. On va aller surtout colorer les formations, donc apporter des enseignements nucléaires dans des BUT de génie civil, dans des écoles d'ingénieurs en génie civil, où on va aller finalement apporter ces enseignements nucléaires pour à la fois former déjà les élèves au nucléaire et puis surtout leur donner envie de venir nous rejoindre dans le nucléaire et de venir travailler à la construction des futurs réacteurs. Et puis, il y a un autre levier dont je n'ai pas parlé, mais qui est essentiel, finalement, et qui va beaucoup nous servir dans le génie civil, mais aussi pour les autres métiers, ça va être le levier du sourcing, élargir le sourcing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher des publics qui sont aujourd'hui peu représentés dans la filière nucléaire. En fait, alors, à commencer par les femmes, on l'a dit, aujourd'hui, les femmes, il y en a quand même uniquement 24% dans la filière nucléaire, donc il nous en faut, je pense qu'il nous en faut plus. On est en dessous de la moyenne de l'industrie, qui est autour de 28% de femmes. Voilà, donc on a un travail à mener avec nous pour féminiser nos métiers et nous y employons. Mais on a aussi d'autres publics à aller chercher, que sont les jeunes qui sont issus des quartiers prioritaires politiques de la ville. Donc pour ça, on travaille avec différentes associations, comme nos quartiers ont du talent. On va aussi aller chercher les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, des zones rurales, parce que nos centrales nucléaires et les futures et à venir et actuelles, elles sont dans des zones rurales le plus souvent, et que y a tout un tas de jeunes et de personnes en reconversion dans les zones rurales que l'on peut convaincre de venir travailler à nos sujets, et puis travailler aussi sur le sourcing avec pourquoi pas l'étranger, pourquoi pas les seniors, etc. Donc toutes ces actions-là, on les mène en lien avec des associations, avec des acteurs qui sont professionnels dans le domaine, pour répondre aux besoins qui sont effectivement assez importants et qui vont arriver assez vite dans le domaine du génie civil. On est moins inquiet sur les formations, finalement, dans le domaine du génie civil, parce que, alors, à part les formations d'ingénieurs, on va avoir besoin de terrassiers, on va avoir besoin d'un tout un tas de métiers de coffreurs-brancheurs, de terrassiers. Et ces métiers-là, finalement, il faut sourcer d'abord, et ensuite les entreprises prennent en charge la formation, qui est assez rapide, c'est l'ordre de quelques mois, parfois même quelques semaines. Et on ne va pas aller créer des formations au sens formation dans l'éducation nationale pour ces besoins-là. Et puis, je voudrais compléter sur l'attractivité, parce que finalement, il y a un dispositif qui est important, dont je n'ai pas parlé, et qui nous aide aussi à renforcer l'attractivité. C'est le dispositif qui est le dispositif des bourses d'études, qui sont données à des jeunes qui s'orientent dans des formations menant au métier en tension, pardon. Et ce dispositif de bourse d'études, il est actuellement financé par l'État, par France Relance. On finance 200 bourses d'études par an. Les boursiers sont accompagnés par des salariés professionnels de la filière nucléaire qui vont leur donner les perspectives d'évolution au sein de la filière. Et on a un bon retour d'expérience, puisque 90% de ces boursiers, on a mené le dispositif depuis 3 ans, 90% des boursiers restent dans la filière nucléaire. Ce qui nous a conduit à proposer au pouvoir public de continuer cette démarche de boursiers et de l'étendre. Donc on va passer de 200 à 400 boursiers par an, grâce au soutien de l'État, mais aussi grâce au soutien des entreprises de la filière qui vont cofinancer le dispositif. Et ça génère beaucoup d'attractivité. Clairement, dans les lycées professionnels avec lesquels on travaille et qui ont donné des bourses sur des diplômes de BAC Pro chaudronnerie, de BTS électrotechnique, il y a un regain finalement de demande d'aller dans ces formations. En fait, ils récupèrent plus de dossiers qu'avant. Typiquement, à Dieppe, à Cherbourg, ils reçoivent maintenant 150 à 200 dossiers pour des formations qui, il y a quelques années, ne recevaient que 20 dossiers, quoi. Donc, on voit ce regain d'attractivité qui fonctionne. Merci beaucoup. Peut-être très brièvement, sur les jeunes, Framatome est implanté dans des terres d'industrie, que ce soit le Creusot, le Grand Chalon, le territoire Gemont. Et donc, de dire qu'on a des projets industriels là, ça réveille une histoire, un amour de l'industrie qui existe, hein, Oui. et porté par les générations, ça c'est extrêmement puissant. Et le deuxième point, c'est que le lien qui est fait de façon explicite maintenant entre les enjeux climatiques et le nucléaire est une source très très puissante d'attraction des jeunes. D'ailleurs, ils ont des attentes sur les fresques du climat pour qu'ils puissent faire le lien entre ce qu'ils font. Et là, c'est un levier extrêmement puissant. Oui, je voulais compléter la réponse d'Hélène qui parle surtout de la population des techniciens. On a effectivement des très grandes et très belles entreprises de génie civil, d'ingénierie de génie civil, qui vont avoir besoin de gens pour faire des calculs, pour faire des études d'exécution de génie civil, c'est critique pour la construction derrière, de la conduite de chantier, de la planification, du levage, des métiers techniques. Et la réponse là, c'est vraiment ce que vient d'apporter Hélène.
En plus, on va avoir besoin de beaucoup d'ouvriers qui font des tâches parfois très subalternes. Je porte une barre de tôle qui fait 40 kilos et je la ligote avec une autre. Et là, moi, je ne crois pas qu'on arrivera à avoir que de la main-d'œuvre française. Je pense qu'il y aura énormément de main-d'œuvre étrangère dans ces jobs-là. Et d'où le besoin aussi, parce qu'on connaît les bassins d'emploi et les génies civils m'ont expliqué là où ils allaient les sourcer. Et d'ailleurs, ils savent parfaitement où se sourcer, hein, les grands génies civilistes de ce point de vue-là. On aura besoin évidemment d'accueillir cette main-d'œuvre étrangère et trouver des conditions d'accueil peut-être facilitantes par rapport à celles d'aujourd'hui, pour mieux faire travailler cette main-d'œuvre sur ces métiers-là. On ne trouvera pas, malgré le défi d'attractivité, je pense, la main-d'œuvre française, en tout cas pas en quantité. Juste un point complémentaire pour aborder la question des reconversions. Parce que là, on parle beaucoup des formations initiales. Hélène l'a un peu sous-entendu en disant potentiellement les moins jeunes. Le génie civil du nucléaire, ça doit avant tout être du génie civil. Et les gens qui font du génie civil en nucléaire, ils viennent faire du génie civil. Donc, un enjeu, et le nucléaire dans le génie civil, c'est assez marginal en fait en volume. Donc on ne doit pas avoir un si gros problème que ça de volume, à condition qu'on réduise la barrière à l'entrée qui constitue les spécificités du nucléaire. Donc, il faut qu'on travaille sur les spécificités du nucléaire. Il ne faut pas entretenir les spécificités du nucléaire de manière à faire en sorte qu'un génie civiliste puisse facilement venir dans le nucléaire, soit par reconversion, soit par synergie. C'est-à-dire que les grandes entreprises du génie civil dont parlait Alain, évidemment, elles ont des chantiers chez nous, elles ont des chantiers ailleurs. Beaucoup de gens aujourd'hui qui sont mobilisés sur les grands chantiers, Grand Paris et autres, qui aujourd'hui apprennent à faire des projets. Merci. Alors, j'ai d'autres questions. J'en ai une pour Orano. Comment Orano intègre-t-il une rupture avec la Russie, rupture liée à un durcissement du conflit ukrainien? Et j'aurais tendance à dire que c'est pas complètement lié différent non plus de la question de la reprise des turbines à Ravel et de ces bonnes choses, qui est peut-être une. Et puis, alors j'en ai deux pour Monsieur Tanzer. Pourrait-on avoir des précisions sur les parcours croisés exploitation-construction concernant le développement des compétences? Le renouvellement générationnel côté exploitation permet-il des parcours croisés? Il a également été souligné une perte de compétences de maintenance dans les périodes liées aux périodes de maintenance où il y avait moins d'activité. Donc ça, c'est la première question. Et puis, il y en avait une autre sur les jumeaux numériques comme moyen d'aller plus vite et mieux. J'ai de ma propre expérience souvenir que des plans étaient recopiés à la main et sous forme papier. On a désormais tout de même des outils sensiblement meilleurs. Où est-ce qu'on en est pour ça? Oui, les jumeaux numériques, c'est en place sur une clé policy. Actuellement, dans le Sommar 7, on peut vous montrer, on a évidemment une chaîne outil de conception numérique. On n'a pratiquement plus de recopie manuelle pour passer d'un outil à un autre. Cependant, on a encore quelques-unes. On va les éradiquer dans l'année. Parce que ce n'est pas possible, vous avez raison, au XXIe siècle, d'avoir une chaîne outil de conception où il y a des interruptions et des recopies manuelles. Mais on ne raisonne plus avec des PDF, on ne raisonne plus avec des plans, on raisonne vraiment avec une maquette numérique 3D sur laquelle on va jusqu'au bout des études d'exécution en entreprise étendue. Ça, c'est déjà une réalité sur Hinkley Point C. Sur les parcours croisés, vous avez raison, pour augmenter les parcours croisés, il faut augmenter les pépinières. On appelle les pépinières chez nous, c'est-à-dire plus de jeunes qui viennent travailler en doublure avec un ancien sur le parc, plus de jeunes qui viennent travailler en doublure avec un ancien dans les équipes communes. On a doublé ces flux. Et puis, on a décidé d'augmenter énormément le nombre d'expatriés français sur le site d'Hinkley Point C. C'est de 53 actuellement, à 100 fin d'année, 200 fin 2025, pourquoi pas 400 fin 2026. L'idée étant justement d'avoir dans l'ingénierie du nucléaire neuf une forte proportion d'ingénieurs qui ont travaillé sur le parc en exploitation, qui ont travaillé sur le chantier d'Hinkley Point C. Aujourd'hui, cette proportion, elle est
elle n'est pas suffisante. Malgré les 700 parcours croisés que je citais, ce n'est pas encore assez. Les 700 parcours croisés, ils sont essentiellement pris dans le flux de l'exploitation des centrales existantes vers l'ingénierie. En fait, 4 ans, 8 ans, il y a on peut récupérer d'abord dans l'ingénierie du parcours d'exploitation et puis ensuite vers l'ingénierie. C'est tous ces flux dans le cadre du GPEC à 10 ans. Et donc, ensuite, on embauche quand même des jeunes ingénieurs dans le nucléaire neuf sans être passé par un parcours ni vers le parcours d'exploitation, ni dans les centrales en construction. Mais on exige à ce moment-là que ces jeunes ingénieurs en deuxième année passent au minimum 6 mois à vivre ce que c'est qu'un arrêt de tranche d'une centrale en exploitation. Bernard Fontana est aussi ravi d'en accueillir quelques-uns pendant 6 mois. Passer 6 mois dans l'usine de Saint-Marcel ou de Gemont, ça vaut aussi ceux qui travaillent plus spécifiquement en interaction avec les Russes. Alors, sur le sujet de la Russie, d'abord, la Russie n'est pas un gros producteur d'uranium. Ils produisent 5% de la production mondiale, ils en consomment plus. Ce n'est pas le sujet de l'uranium naturel, c'est le sujet des services de conversion et d'enrichissement. Où là, au lendemain de la guerre, tout le monde s'est réveillé en se disant tiens, comment ça se fait qu'ils fournissent 30% de l'enrichissement nécessaire pour les réacteurs américains, l'enrichissement nécessaire pour les réacteurs européens, alors que les concurrents occidentaux n'ont pas le droit de vendre ni en Chine ni en Russie. Ces marchés-là sont fermés, mais eux, ils peuvent vendre de notre côté. Donc, par rapport à ça, alors ce qu'il faut dire, c'est que tous les électriciens maintenant occidentaux s'auto-sanctionnent. La Russie n'est pas sous sanction, c'est pour ça qu'il y a encore l'uranium enrichi russe au titre des anciens contrats qui arrivent, mais tous les électriciens s'auto-sanctionnent et ne veulent plus signer de contrats avec les Russes. Et du coup, c'est pour ça qu'ils nous ont passé des commandes et qu'on a pu faire l'extension de notre capacité de notre usine d'enrichissement au Tricastin. Donc c'est malheureux à dire, mais la guerre en Ukraine pour nous a été une opportunité de développement. Même si on ne s'en réjouit pas, évidemment. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que entre nous, ce qu'on a décidé, notre concurrent Urenco sur l'enrichissement, on a fait à peu près la moitié du chemin. Ils livrent à peu près 8 millions d'UTS, qui est la mesure d'enrichissement. Les Russes livrent à 8 millions d'UTS en Europe et aux États-Unis. Nous, on a annoncé 2,5 millions Tricastin, notre concurrent Urenco à 1,5 million, donc on a fait la moitié du chemin. Pour faire l'autre moitié, l'Asie des industriels disent aux politiques, à vous de mettre vraiment des quotas, parce qu'on ne voudrait pas faire des investissements, puis le jour où la guerre est finie, tout l'uranium russe, l'enrichissement russe revient se déverser sur les marchés occidentaux. Donc, il y a les États-Unis qui ont un projet effectivement de quota à zéro, en l'occurrence. L'Europe, on est plus dans des consignes un peu molles sur le sujet. Pour nous, en plus, ce n'est pas nous, industriels, à fixer le niveau de ces quotas-là. C'est vraiment une décision politique et le niveau de dépendance qu'on accepte vis-à-vis de la Russie et de la Chine. Alors, je parle de la Chine parce qu'aujourd'hui, elle joue le rôle de l'Inde sur le pétrole. Les Russes ne pouvant plus exporter, non, les électriciens occidentaux ne voulant plus signer avec les Russes, en fait, signent avec les Chinois qui eux-mêmes apportent de Russie et en vendent. Donc c'est pour ça que je dis s'il y a une décision globale d'un niveau de dépendance, il faut qu'il soit fait sur les deux pays. Donc ça, c'est vraiment une décision politique, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. C'est des discussions qui ne sont pas faciles, parce qu'évidemment, les électriciens font un lobbying dans l'autre sens, on va se le dire clairement. On verra ce qu'il en est, mais en tout cas, effectivement, pour nous, que ce soit pour Urenco, pour nous, pour l'enrichissement, ou pour Cameco et nous, pour la conversion, c'est très difficile de dire on va combler complètement le gap des Russes tant qu'on n'a pas effectivement ce niveau de certitude sur l'accès, sur le marché qu'on doit adresser. Alors, j'ai 2 questions encore, et puis ensuite on pourra peut-être passer à la salle ici. L'une, c'est, et finalement, a-t-on une estimation sur le coût de construction du nouveau nucléaire? Question de base pour M. Tranzet. Et puis d'autre part, c'est moins une question qu'une affirmation. On a beaucoup d'uranium et de plutonium, et donc pourquoi ne nous lançons-nous pas à nouveau tout de suite dans des réacteurs à neutrons rapides? C'est peut-être une question pour vous les commander. Je vais peut-être juste avant Alain prendre
une partie sur la première question. Dire qu'effectivement, où on en est, en fait, bien entendu, la prévision des coûts et des plannings d'un tel programme industriel, c'est un sujet qui n'est pas du tout pris à la légère et qui fait l'objet de travaux qui ont été engagés. Alors, il y avait déjà des chiffrages qui avaient été faits en 2019, en 2021, et donc en 2023, il y a eu de nouveaux exercices qui ont été menés en parallèle de la revue de programme présidée par Hervé Guillou, ici présent. Et donc, les travaux qui ont été menés, ils se poursuivent en 2024 pour plusieurs raisons. D'une part, parce que cette revue de programme, elle a fait un certain nombre de recommandations qu'il s'agit maintenant de mettre en œuvre et avec des actions de compétitivité qui sont en cours côté EDF et, sur l'ensemble, et avec l'ensemble de la filière. Donc, effectivement, il y a des chiffrages qui peuvent sortir, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le travail se poursuit. Donc, le chiffre final, de toute façon, il existera quand on aura fini de construire les réacteurs, mais même la nouvelle estimation sérieuse à date, elle demande encore à être consolidée en 2024. Et ça passe à la fois par des travaux donc, internes à EDF, mais par tout un ensemble d'actions qui sont, et je laisserai peut-être Alain là-dessus, en lien avec la filière pour justement se dire que c'est ensemble qu'on arrive à la fois à fermir des chiffrages et des plannings et à les rendre les plus compétitifs possible. Je répondrai 3 choses. La première, c'est que c'est le planning qui drive tout. Donc, la première chose, c'est qu'il faut partir du planning. La seconde, c'est que si on veut rétablir la confiance, il faut être capable de tenir nos plannings. Et donc, pour ça, il faut que nos plannings soient un minimum margés. Et évidemment, partager avec tous les acteurs qui ont tous confiance et s'engagent, tous les partenaires industriels, dans la capacité à tenir le plan. Troisième chose, c'est que pour gagner en planning, pour partir d'un planning margé qui fait ressortir les vrais chemins critiques, ce n'est pas le cas d'un planning qui fait plaisir. Une fois qu'on a les vrais chemins critiques, on les prend un à un et on regarde sur chaque chemin critique qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution de simplification centrée sur le chemin critique. Si on ne fait pas ça, et on l'a vécu encore très récemment sur Hinkley Point C, eh bien, on ne s'attaque pas au vrai sujet. Donc, on s'attaque à un sujet qui, finalement, n'est pas le vrai chemin critique qui aurait émergé si on avait construit un planning partagé margé. Donc, on ne travaille pas sur la vraie priorité. Et le dernier point que je voudrais dire, c'est que je crois beaucoup, moi, dans la courbe d'apprentissage. On le voit déjà entre le premier réacteur d'HPC et le second réacteur d'HPC. On gagne 30%. J'espère que l'État britannique va nous passer la commande de Sizewell et qu'on va montrer avec Sizewell qu'on peut continuer dans la courbe d'apprentissage. Moi, je crois que à partir du 5e réacteur, c'est aussi ce que nous disent nos collègues chinois, il faut s'approcher d'une vraie efficience dans la vitesse de construction. Et c'est aussi très important qu'on montre, à partir d'un point de départ, nécessairement haut, parce que comme c'est une conception nouvelle, on aura des aléas de constructibilité et en amont des aléas de constructibilité, des aléas de pilotage des interfaces système et des interfaces géométriques. Et bien, comment est-ce qu'on peut être à un niveau d'efficience comparable à nos comparants à partir du 5e réacteur? Voilà. Donc, c'est au travers de toutes ces actions-là, qui ne demandent pas des actions de productivité, évidemment, ailleurs, que nous voulons construire un schéma de relation humain de vie dans lequel finalement tout le monde croit et que l'on peut battre d'année en année. Merci. Je vais peut-être être forcé de limiter les questions côté virtuel et passer la parole à la salle, sachant que nous sommes déjà un peu en retard par rapport au planning, donc honte sur moi pour l'avoir mal tenu, mais néanmoins le sujet le méritait. Monsieur. Oui, ma question est pour Orano et sur les capacités des cycles, pendant les cycles. La première, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui une donnée publique sur la production de Melox en 2023? Et la deuxième question, c'est sur la conversion de l'uranium de retraitement. Puisque l'un des sujets avec la Russie était la conversion de l'uranium de retraitement. La presse s'est fait l'écho de discussions apparemment sur est-ce qu'on en fait une nationale
international? Est-ce qu'il y a des informations nouvelles que vous pouvez partager sur ce sujet, sur ces deux sujets, donc la production de Melox 2023 et la décision ou les projets pour avoir une capacité de conversion de l'URT? Oui, alors la production de Melox, c'est pas de problème, c'était 82 tonnes en 2023. 82 tonnes, 82, d'accord. Donc c'est un net progrès par rapport à l'année précédente. Et on vise quand même les 100 tonnes en horizon 2023, avec une complémentaire cette année. Sur le sujet de la conversion de l'URT, oui, on va étudier pour EDF. Alors, c'est une des options possibles pour EDF. EDF, on a aussi une autre possible, une option de faire une installation de conversion d'URT en France. Donc, ce n'est pas un sujet technologique, on a les capacités de le faire. Après, ben, voilà, il faut qu'on soit compétitif, que ce soit en termes de planning ou de coût, par rapport à une autre installation qui pourrait se faire aussi en Europe. Oui. Une question, j'entendais Alain Transer évoquer les collègues ou les confrères chinois, et je voulais comprendre peut-être plus en détail qu'est-ce qu'on a déjà appris dans les diagnostics qui ont été évoqués, et qu'est-ce qu'on peut encore apprendre de ce programme qui finalement, voilà, on parlait de 10 réacteurs par an qui sont mis en service, qui est le plus massif qui existe aujourd'hui. Il y a plusieurs choses qu'on expérimente du reste. La première, c'est construire avec des modules préconstruits. Et singulièrement la piscine du bâtiment réacteur. On est sur le chemin critique de la construction. Et sur Hinkley-Point-C, on a essuyé les plâtres avec un premier module piscine qui est arrivé avec presque 2 ans de retard par rapport au planning. Sur Hinkley-Point-C, je pense, le deuxième réacteur, on a compris comment construire ce module. Et maintenant, il faut qu'on le recopie intégralement sur EPR2 et ensuite qu'on apprenne à le simplifier, mais en logique Kaizen. Et ça, c'est les Chinois qui nous l'ont appris. La deuxième chose que nous apprennent les Chinois, c'est réduire drastiquement le nombre des soudures. Parce que le nombre des soudures à faire, c'est également sur le chemin critique des projets. Troisième chose que nous apprennent les Chinois et qu'on va appliquer, c'est se créer... ils ont chez eux la compagnie 23, qui est une compagnie qui gère la totalité des approvisionnements et des préfabrications des montages électromécaniques. Et donc, on réfléchit à un modèle de ce type-là aussi. Ça vaut le coup pour 14 réacteurs de se doter d'un outil industriel très, très puissant que n'ont pas aujourd'hui nos fournisseurs. Nos fournisseurs aujourd'hui savent faire évidemment des préfabrications de tuyauterie, mais pas du tout à l'échelle du nucléaire neuf, à l'échelle des exercices du grand carénage. Moi, je vais, avec Thierry Lemourou, passer une semaine en Chine dans 10 jours, justement, pour regarder d'autres technologies de construction avec nos partenaires chinois. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Il faut être humble et à l'écoute et faire du match. On peut aussi apprendre d'autres industries, comme les chantiers de l'Atlantique, qui nous apprennent aussi à construire beaucoup plus vite dès les étapes amont que ce que nous savons faire côté EDF. Jusqu'à toi. Merci beaucoup. Mon interrogation porte sur les coûts plus que sur les délais, et vous la suscitez en parlant d'autres industries. En aéronautique, pour maîtriser, voire réduire les coûts, il y a souvent des réexamens des spécifications de tolérance. Dans l'idée que dans une pièce, il y a des spécifications de tolérance qui sont fonctionnelles. Par exemple, là où il y a des accostements entre deux pièces et où il faut que les tolérances soient très réduites, et d'autres parties de la pièce où la tolérance peut être dimensionnaire, peut-être beaucoup plus vaste. Or, dire que c'est la tolérance qui fait le coup n'est pas totalement faux. Donc, dans l'aéronautique, dans les missiles, dans le passé de mon parcours, on a donné de l'argent en revoyant systématiquement ça. Est-ce que c'est envisagé? Oui. On retourne dans les usines, si je puis dire, et puis la partie manufacturière. Mais vas-y, Bernard. Ben on y travaille ensemble. Je suis un gun baroque avec Alain. Des choses comme les générateurs de vapeur au hasard. Dans l'usine, on voyait des spécifications il fallait faire un effort intellectuel pour comprendre pourquoi elle était là. Très, très sévère, qui a arrêté le site pendant,
le flux sur l'objet pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et effectivement, c'est de se dire, on ne prend pas, bien sûr, il y a la sûreté nucléaire, mais il ne faut pas se dire, je prends CESPEC parce que c'est la plus sévère que je connaisse dans l'univers, et oser dire, et ensuite, je traiterai un écart. On parle de la tolérance dimensionnelle. Hein. Oui, oui, exactement. On était exactement sur ce sujet-là. Et effectivement, c'est des choses qu'on met sur la table avec nos ingénieries. Alors, dans certains cas, c'est absolument justifié. Oui, c'est admet fonctionnel. tout à fait. Mais effectivement, ça fait partie des sujets qui sont abordés. Et ensuite, le coût, il y a quand même cette dimension que ces projets durent longtemps. Donc, pas rare de trouver que les frais financiers, c'est la moitié du coût du projet si le projet dure longtemps. Et un chantier gréé, c'est plusieurs millions par jour. Et donc, le coût est une conséquence du temps. Et quand je vous ai parlé de mon obsession sur tes sécurités, qualité, lead time, on met les moyens pour permettre ce lead time vite. Et ça, c'est une option gagnante. Hein. Et c'est d'oser le faire me paraît absolument déterminant. Et ce qu'on a appris, parce que les Framatome, ils ont démarré Taishan, ils sont allés ensuite à Piloto, maintenant ils sont avec les POIP pour revenir en France, c'est que chaque seconde compte. Et ce rapport au temps, et on a l'impression qu'on a du temps dans un chantier qui va durer. Non, chaque seconde compte et ce tempo, ce lead time doit être au cœur de nos préoccupations. Et le coût devient une conséquence de ça. Nous appliquons des méthodes automobiles dans les 40 usines qui vont être clés pour le nucléaire. Nous appliquons du value stream mapping, des taux d'efficience qui sont de quelques pourcents, 1, 2, 3, 4%. On sait qu'on peut remonter à 30% si on se soigne collectivement. Ça nécessite des tuning kick-off très très clairs et très très stables, des appros par anticipation, de la surveillance optimisée dans le flux sans ralentir le fabricant. On passe, voilà. Le record que j'ai vu, c'est un équipement qui met 2h30 à monter. On avait 4 ans de lead time. Donc, un enjeu d'ordre 1 avant de parler des tolérances. Mais il faut aussi parler des tolérances parce que si on est hors capacité de ce monsieur, pas la peine de spécifier non plus. Il faut regarder la capacité de ses moyens industriels et coter le plan en fonction. Et pas l'inverse. On travaille sur tous ces aspects. Ça, on met en place des organisations assez classiques, des architectes dans les ingénieries, des responsables produits dans les sites, qui garantissent la capacité à faire. Et ce rapprochement des ingénieries des sites est absolument essentiel. Et c'est ça qui en est. Pour le moment, la fabrication des équipements n'est pas sur le chemin critique d'une centrale. C'est vraiment la construction sur le site. Merci. Peut-être la dernière question, parce qu'on est déjà très au-delà du Je vais peut-être faire trois points d'attention plutôt que des questions. J'en ai posé beaucoup des questions. Premier point d'attention, c'est de ressouligner ce qu'a dit Laurent et Alain au début. Il faut y aller, on n'a pas le choix. Donc, il faut se concentrer sur l'exécution. Il faut arrêter de brainstormer sur est-ce que c'est la bonne solution ou pas. Il faut y aller. Mais pour y aller, il faut se méfier des ingénieurs. Parce qu'il faut arrêter de spécifier de nouveaux trucs. Il faut arrêter de changer les règlements techniques. Il faut arrêter la SFEN de changer le RCCM. Il faut arrêter la SN ou l'IRSN de changer. Il faut arrêter aussi nos propres ingénieurs qui, évidemment, ont été câblés depuis qu'ils sont tout petits pour se faire plaisir à réinventer des choses. Donc, on a un enjeu culturel absolument considérable, à la fois dans l'industrie, à EDF et dans l'État, pour absolument figer le référentiel technique, normatif, réglementaire, qui soit sur la cybersécurité, l'environnement, les appareils de suppression et ainsi de suite. Et je pense que là, c'est pas complètement gagné. Il faut vraiment faire attention. Le deuxième point, c'est de faire le lien entre ce qu'ils ont tous dit, entre la question des compétences, la question de la qualité d'exécution et la qualité du rythme. Tant qu'on ne sera pas au rythme, on aura peut-être des gens diplômés, mais pas des gens expérimentés. Et moi, j'entends beaucoup parler de formation, mais j'entends pas beaucoup parler de ratio de gens expérimentés, et on ne fera pas les centrales avec des bisous. Donc, il faut se préoccuper
d'avoir dans le flux, hein, ça a été évoqué, à la fois une rapidité d'exécution qui permet d'avoir assez vite des gens qui ont fait un cycle complet dans le système, mais deux, aussi, de rechercher où ils existent, des gens suffisamment expérimentés pour arriver à faire bien du premier coup l'ensemble de ces chantiers. Et aujourd'hui, on voit bien que le ramp-up est tel en matière de recrutement qu'on a un risque d'avoir des taux de bidule qui sont beaucoup trop élevés. C'est déjà le cas dans les bureaux d'études, Alain le sait très bien. Raison pour laquelle il faut aller chercher des gens dans le parc et ailleurs pour arriver à avoir des taux de gens expérimentés qui soient suffisants. Le troisième point, c'est qu'il y a quand même dans les compétences une grosse compétence qui a été largement sacrifiée. Donc on a eu le nucléaire honteux, c'est quand même l'ingénierie d'exécution. On a fermé SGN, on a fermé UCI, on a fermé Novatome, on a remis Technicatome dans le militaire, on a fermé Sogelerg et ainsi de suite. Et là, il y a quelque chose à reconstruire. On n'a plus vraiment les noyaux de base. Et le nucléaire n'arrivera pas à le faire tout seul. Il devra s'adosser à d'autres filières. On peut penser au pétrole, on peut penser à des gens de la défense, mais en tout cas, le nucléaire ne pourra pas seul reconstruire une compétence de maîtrise de grands projets et de grands chantiers, au moins du premier coup. Après, petit à petit, ça va venir. Mais je pense que ça, c'est quand même un point d'attention tout à fait important. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'était parfait, puisque ça m'offrait une conclusion toute faite sur le fait que nous avons encore beaucoup de travail devant nous, mais qu'en même temps, cette réunion a permis d'en éclairer plusieurs aspects, ce dont je vous remercie. Les prochains numéros des Annales, alors on a parlé en fait justement de grands projets. On a parlé du nucléaire en janvier, on a parlé des questions de formation grâce à Serge Catoire en février, on a parlé d'espace en mars. On va parler de ce que c'est qu'une industrie propre en avril, et puis d'aéronautique en mai. Et donc, je vous incite à lire ces excellents papiers. Et puis pour ceux qui aiment les JO, le sport et le numérique en juin. Voilà.